Je suis tellement contente que nous soyons venus ici. Moi aussi, c'est magnifique. Il y a 6 ans, une femme enceinte de 6 mois se tenait sur une falaise, la main posée sur son ventre rond, sans se douter que son mari et sa maîtresse avaient planifié son meurtre dans les moindres détails. Alors qu'elle admirait le coucher de soleil, confiante en l'homme avec lequel elle avait juré de passer le reste de sa vie, sa maîtresse attendait à proximité, prête à célébrer le moment où il pousserait sa femme dans le vide. En une seconde brutale, ses mains se sont abattues sur son dos, la précipitant, elle et leur bébé à naître, dans les rapides rugissants 90 mètres plus bas. La maîtresse a obtenu tout ce qu'elle voulait. Le manoir, l'argent, la bague, la vie qui appartenait à Allison Taylor. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'eau ne l'avait pas tuée, elle l'avait baptisée. Et maintenant, 6 ans plus tard, elle est de retour. Non pas en tant que femme naïve et confiante qu'ils ont détruite, mais en tant que créature bien plus dangereuse. Voici l'histoire d'une femme morte qui est revenue pour enterrer ceux qui l'ont tuée. Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez. New York, Londres, peut-être le Canada ou la Jamaïque. Nous voulons le savoir. Le soleil d'automne projetait de longues ombres sur le sol en marbre du manoir Taylor à Buckhead, l'un des quartiers les plus huppés d'Atlanta. Allison Taylor se tenait près des baies vitrées de sa chambre, une main posée délicatement sur son ventre arrondi, l'autre tenant une photo encadrée de son mariage. Enceinte de 6 mois, elle rayonnait de cette lumière particulière que seules les femmes enceintes possèdent. Sa peau couleur miel semblait scintiller dans la lumière dorée de l'après-midi et ses boucles brunes tombaient doucement sur ses épaules. Elle souriait à la photo. Malcolm, son mari, avait l'air si heureux ce jour-là, les bras autour de sa taille, les yeux pleins de promesses. Pour toujours, lui avait-il murmuré à l'oreille alors qu'il posait pour la photo. Toi et moi, nous allons construire quelque chose de magnifique. C'était il y a 3 ans et pendant un certain temps, tout avait vraiment été magnifique. L'empire immobilier de Malcolm était en plein essor. Il venait d'acheter la maison de leur rêve avec vue sur Stone Mountain et il s'apprêtait à accueillir leur premier enfant. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. Malcolm était devenu distant, voire froid. Il travaillait tard, presque tous les soirs. Son téléphone vibrait constamment à cause des messages qu'il faisait rapidement taire dès qu'elle entrait dans la pièce. Lorsqu'elle essayait de lui parler des prénoms pour le bébé ou des couleurs de la chambre d'enfant, il acquiesçait distraitement, l'esprit clairement ailleurs. La semaine dernière, elle avait trouvé un reçu pour un dîner coûteux au Sundial, le restaurant sur les toits le plus romantique d'Atlanta. Elle n'y était pas allée avec lui. C'est peut-être juste le stress, se disait-elle en reposant le cadre sur la commode. Le nouveau projet de développement du centre-ville l'occupait beaucoup. Elle voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire, car l'alternative, la possibilité qui lui venait à l'esprit pendant ces nuits solitaires où il rentrait à la maison en sentant un parfum qui n'était pas le sien, était trop douloureuse à envisager. Son téléphone sonna. Un SMS de Malcolm. « Je rentre tôt aujourd'hui. Il faut qu'on parle. » Le cœur d'Allison fit un bond. Était-ce enfin le moment? Allait-il enfin lui parler de ce qui le tracassait? Elle lissa sa robe de maternité couleur crème et descendit les escaliers. L'espoir vacillait dans sa poitrine malgré le nœud d'anxiété qui s'y serrait depuis des semaines. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'atteigne le bas de l'escalier. Malcolm entra et pendant un instant, Allison retint son souffle. Il était toujours l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. 1,88 m, la peau bronzée. Une barbe parfaitement taillée et ses yeux sombres et intenses qui avaient attiré son attention pour la première fois lors d'un gala de charité 4 ans auparavant. Il portait un costume gris anthracite qui lui allait comme un gant. Son succès transparaissait dans chaque ligne de la coupe sur mesure. « Salut chérie !» dit-elle doucement en descendant les dernières marches. « Tu rentres tôt ?» Malcolm leva les yeux vers elle et quelque chose passa sur son visage. De la culpabilité? Des regrets? Cela disparut si vite qu'elle n'en était pas sûre. Il posa sa mallette en cuir et desserra sa cravate. « Oui, je voulais te parler de quelque chose. » La main d'Allison se posa instinctivement sur son ventre. Le bébé donna un coup de pied, comme s'il sentait sa nervosité. « D'accord, je devrais m'inquiéter ?» Il passa devant elle pour se diriger vers le salon sans la regarder dans les yeux. « Viens t'asseoir. » Elle le suivit, le cœur battant à tout rompre. Le soleil de fin d'après-midi pénétrait par les fenêtres, illuminant les œuvres d'art coûteuses accrochées au mur, les meubles sur mesure qu'ils avaient choisis ensemble. Tout dans cette maison représentait leur rêve, leur avenir, mais soudain tout cela lui semblait fragile, comme une belle sculpture en verre vacillant au bord d'une table. Malcolm s'assit sur le canapé, se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Allison s'installa dans le fauteuil en face de lui. Étudiant son visage, il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. « Malcolm, tu me fais peur. Que se passe-t-il »
Il prit une profonde inspiration, et lorsqu'il leva les yeux vers elle, son expression avait changé. Le Malcolm distant et froid des dernières semaines avait disparu, remplacé par l'homme dont elle était tombée amoureuse. Son regard était doux, presque vulnérable. J'ai été un mari épouvantable ces derniers 100 ans. Allison sentit les larmes lui monter aux yeux. Malcolm, non, laisse-moi finir. Il se leva et vint s'agenouiller à côté de sa chaise, lui prenant les mains dans les siennes. J'ai été tellement pris par mon travail dans ce projet de développement du centre-ville que je t'ai négligé. Nous négliger? Il posa une main sur son ventre et le bébé donna un coup de pied contre sa paume. J'étais tellement stressé par le fait de subvenir aux besoins de notre famille, de m'assurer que nous avions tout ce dont nous avions besoin, que j'ai oublié ce qui compte le plus. Ce bébé, notre amour. Une larme coula sur la joue d'Allison. C'était ce qu'elle attendait d'entendre. J'étais tellement inquiète, je pensais que tu avais peut-être des doutes au sujet du bébé, au sujet de nous. Mon Dieu, non. La voix de Malcolm se brisa sous le coup de l'émotion. Allison, tu es tout pour moi, je suis désolé de t'avoir fait douter de cela. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe. Je veux me rattraper, je veux que nous renouions avant l'arrivée du bébé. Allison essuya ses larmes, désormais curieuse. Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens quand nous parlions d'aller dans les Blue Ridge Mountains? Tu disais que tu voulais voir les couleurs de l'automne avant l'arrivée du bébé? Il lui tendit l'enveloppe. J'ai réservé un week-end pour nous deux. Une cabane privée en Caroline du Nord, au bord d'une falaise surplombant la vallée. C'est censé être la plus belle vue du sud. Allison ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient bien fort des réservations pour le Mountain Serenity Resort, un refuge de luxe qu'elle n'avait vu que dans les magazines. La photo montrait un magnifique chalet aux murs de verre, perché de manière spectaculaire au bord d'une falaise, entouré d'arbres aux couleurs flamboyantes. « Malcolm, c'est incroyable, mais ça a dû coûter une fortune. Tu vaux plus que tout l'argent du monde. » Il embrassa ses mains. « Je veux que ce week-end soit consacré à nous. Pas de téléphone, pas de travail, pas de distraction, juste toi, moi, et retrouver ce qui nous a fait tomber amoureux au départ. » Allison jeta ses bras autour de son cou, envahi par un sentiment de soulagement. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, bébé. » Il la serra contre lui, le visage enfoui dans ses cheveux verts. Plus que tu ne peux l'imaginer. Mais si Allison avait pu voir le visage de Malcolm à ce moment-là, elle aurait remarqué que ses yeux étaient ouverts, fixant d'un regard vide le mur derrière elle, et qu'ils étaient complètement vides. De l'autre côté de la ville, dans un élégant immeuble de bureaux surplombant Piedmont Park, Vanessa Cole était assise à son bureau, ses ongles parfaitement manucurés, tapotant avec impatience sur son bureau en acajou. Elle était d'une beauté à faire tourner les têtes dans la rue, avec sa peau caramel lisse, ses pommettes saillantes et sa silhouette en sablier qu'elle s'efforçait de maintenir. À 32 ans, elle avait créé sa propre agence de relations publiques à partir de rien, et elle n'acceptait rien de moins que la perfection. Ni dans son travail, ni dans sa vie personnelle. Son téléphone sonna. Enfin, Malcolm, c'est fait. Je pars vendredi matin. Les lèvres de Vanessa s'incurvèrent en un sourire. Elle répondit rapidement et le convainquit. Malcolm, hook, line en sinker. Dimanche soir, tout sera terminé. Vanessa se cala dans son fauteuil en cuir, la satisfaction lui réchauffant la poitrine. 3 ans, 3 longues années à être l'autre femme, à se cacher, à regarder Malcolm jouer à la famille heureuse avec sa femme enceinte pendant qu'elle attendait dans l'ombre. Mais bientôt, très bientôt, elle sortirait de l'ombre. Elle deviendrait Madame Malcolm Taylor, et ensemble, ils bâtiraient un empire qui ferait passer son succès actuel pour de la petite monnaie. Son assistante frappa à la porte. « Mademoiselle Cole, votre rendez-vous de César est là. Faites-le entrer, » dit Vanessa en glissant son téléphone dans son tiroir. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre de la fenêtre de son bureau. Belle, puissante et sur le point d'obtenir tout ce qu'elle avait toujours voulu. Il ne lui fallait plus qu'un petit coup de pouce. De retour au manoir. Et Taylor, Allison était déjà à l'étage, en train de faire ses valises pour le voyage, fredonnant doucement. Le bébé donnait des coups de pied avec enthousiasme, comme s'il partageait son excitation. Elle plia un cardigan jaune pâle dans sa valise, puis ajouta le livre pour bébé qu'elle avait lu. Peut-être pourrait-il discuter des prénoms ce week-end. Elle pensait à Jordan si c'était un garçon, Maya si c'était une fille. Elle entendit Malcolm au téléphone en bas, sa voix basse et étouffée. Probablement le travail, pensa-t-elle. Mais au moins, après ce week-end, les choses seraient différentes. Ils seraient à nouveau proches, liés, comme avant. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda au loin la ligne d'horizon d'Atlanta. Le soleil commençait à se coucher derrière les immeubles, peignant le ciel de nuances orange et rose. Dans 2 jours, elle aurait une vue différente. Des montagnes, des vallées et des couleurs infinies. Un nouveau départ pour leur famille. Allison posa ses 2 mains sur son ventre, sentant le rythme régulier des petits mouvements sous ses paumes.
Tout ira bien, mon petit, murmura-t-elle. Papa va revenir vers nous, tout sera parfait. Mais elle n'entendit pas la voix de Malcolm qui montait de l'étage inférieur, froide et clinique alors qu'il parlait au téléphone. La police d'assurance vie est en place. Et tu es sûr qu'il n'y a pas de caméra sur cette partie du sentier de la falaise? Parfait. Vendredi soir alors. Assure-toi d'être prêt à agir rapidement. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour nettoyer tout ça. Il raccrocha et fixa son téléphone pendant un long moment. Puis il effaça l'appel de son journal, se servit un scotch et le but d'un long trait. À l'étage, Allison ferma sa valise et sourit, sans se douter qu'elle préparait ses affaires pour ses propres funérailles. Le vendredi matin arriva avec un air vif et un ciel si bleu qu'il en était presque douloureux à regarder. Allison se réveilla avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Malcolm était déjà debout, près de la fenêtre de la chambre, une tasse de café à la main, le regard tourné vers l'horizon. Elle l'observa un instant, admirant la ligne puissante de ses épaules, la façon dont la lumière du matin dessinait sa silhouette. « Bonjour mon beau », dit-elle en s'étirant dans le lit. Il se retourna et lui adressa un sourire qui semblait sincère. « Bonjour ma belle, tu es prête pour notre aventure ?» Plus que prête. Elle s'assit, le bébé bougeant dans son ventre. « Je n'ai presque pas dormi. Je suis tellement excitée. Moi aussi. » Malcolm posa son café et vint s'asseoir sur le bord du lit. Il posa sa main sur son ventre et, l'espace d'un instant, Allison vit quelque chose briller dans ses yeux. De la tristesse, du doute. Mais cela disparut aussitôt, remplacé par ce sourire charmant qui l'avait fait craquer. « Allons manger avant de prendre la route. » À 9 heures, il roulait vers le nord sur l'autoroute l'I-45, la silhouette d'Atlanta s'amenuisant dans le rétroviseur. Malcolm avait loué un Range Rover noir pour le voyage et Allison s'était installée confortablement sur le siège passager, regardant défiler le paysage de Géorgie. Au début, ils parlèrent de choses insignifiantes. Le nouveau restaurant italien qui avait ouvert dans le centre-ville, les décorations d'Halloween ridiculement élaborées de leurs voisins, la hausse constante du prix de l'essence. Mais lorsqu'ils entrèrent dans les montagnes de Caroline du Nord, la conversation prit une tournure plus sérieuse. « Tu penses passer parfois à ta mère ?» demanda soudain Malcolm. Allison le regarda avec surprise. Les décorations d'Halloween ridiculement élaborées de leurs voisins, la hausse constante du prix de l'essence. Mais lorsqu'ils entrèrent dans les montagnes de Caroline du Nord, la conversation prit une tournure plus profonde. « Tu penses parfois à ta mère ?» demanda soudain Malcolm. Allison le regarda avec surprise. « Tu parles rarement de ta mère. Tout le temps, surtout maintenant que je suis enceinte, j'aimerais qu'elle soit là pour rencontrer son petit enfant. Elle serait fière de toi, de la femme que tu es devenue. » Allison sentit les larmes lui piquer les yeux. Sa mère était morte d'un cancer quand Allison avait 22 ans, juste avant qu'elle ne rencontre Malcolm. « J'espère. » Elle disait toujours que la chose la plus importante dans la vie était la famille, et bien construire quelque chose qui dure au-delà de l'argent ou du succès. Malcolm serra les mâchoires de manière presque imperceptible. « Ta mère était une femme sage. Elle t'aurait adoré, » dit Allison doucement. Mais alors, même qu'elle prononçait ces mots, une petite voix au fond de son esprit murmura. « Vraiment ? Sa mère aurait-elle vu quelque chose en Malcolm qu'Allison elle-même n'avait pas remarqué ?» Elle chassa cette pensée. C'étaient juste les hormones de grossesse qui la rendaient paranoïaque. Ils arrivèrent au Mountain Serenity Resort peu après 14 heures. L'endroit était encore plus époustouflant que sur les photos. Leur chalet était situé au bord d'une falaise spectaculaire, avec des baies vitrées donnant sur une vue imprenable sur des chaînes de montagnes infinies peintes de rouge, d'orange et d'or. Une terrasse en bois s'étendait au-delà du bord, avec un jacuzzi et des chaises longues confortables. En contrebas, à des centaines de mètres plus bas, une rivière traversait la vallée comme un ruban argenté. « Oh mon Dieu !» s'exclama Allison en sortant sur la terrasse. « Malcolm, c'est incroyable !» Il s'approcha derrière elle, l'enlaça et posa ses mains sur son ventre. « Je ne veux que le meilleur pour ma reine. » Elle se blottit contre lui, se sentant en sécurité et aimée. Pour la première fois depuis des mois, tout semblait parfait. « Merci pour tout cela, pour nous. Je ferai tout pour toi, Allison. » Sa voix était douce à son oreille. Tout. Ce soir-là, ils dînèrent sur la terrasse alors que le soleil commençait à se coucher. Malcolm avait demandé au complexe hôtelier de préparer tous les plats préférés d'Allison. Du saumon en papillote, des légumes rôtis, du riz sauvage et un mojito sans alcool pour elle, car elle ne pouvait pas boire de vin. Ils mangèrent lentement, discutèrent et rirent, et Allison eut l'impression de retomber amoureuse de son mari. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous ?» demanda-t-elle en souriant à ce souvenir. « Tu m'as emmené dans ce terrible restaurant de sushi à Little Five Points. » Malcolm rit vraiment, et le son de son rire fit mal au cœur à Allison. « Je pensais que c'était censé être bon. Comment pouvais-je savoir qu'ils allaient nous donner une intoxication alimentaire ?»
Nous avons passé toute la journée suivante à nous envoyer des SMS depuis nos salles de bain respectives. Alison gloussa. Le premier rendez-vous le plus romantique qui soit, mais tu as quand même accepté un deuxième rendez-vous. Oui. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Parce que même malade comme un chien, je ne pouvais m'empêcher de penser à toi, à ton sourire, à tes yeux, à la façon dont tu me faisais rire. L'expression de Malcolm devint sérieuse. Il serra sa main. Alison, il y a quelque chose que je dois te dire. Son cœur se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que c'est? Il resta silencieux pendant un long moment, fixant leurs mains jointes. Quand il leva les yeux, ses yeux brillaient. Je veux juste que tu saches que tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire, c'est pour une bonne raison. Pour nous, pour notre avenir. Malcolm, tu me fais encore peur. N'aie pas peur. Il se leva et contourna la table pour venir s'agenouiller à côté de sa chaise, comme il l'avait fait 2 jours auparavant. Je veux juste que tu saches que je t'aime. Quoi qu'il arrive, quoi que tu puisses entendre ou penser, souviens-toi que je t'aimais. Pourquoi tu parles comme ça? La voix d'Alison tremblait comme si tu lui disais adieu. Non, je te le promets. Il embrassa son front, puis ses lèvres. Allez, viens, allons nous promener. Le coucher de soleil va bientôt être encore plus beau et il y a un sentier qui longe le bord de la falaise. Le directeur de l'hôtel dit que c'est la plus belle vue de toute la Caroline du Nord. Alison hésita. Quelque chose lui semblait étrange dans son ton, dans la façon dont il la regardait. Mais alors, le bébé donna un grand coup de pied, comme pour la pousser à avancer, et elle mit ses doutes de côté. Ce week-end était censé leur permettre de renouer. Elle réfléchissait probablement trop. D'accord, dit-elle en le laissant l'aider à se relever, mais tu devras y aller doucement. Ta fille est assise sur ma vessie. Ta fille, Malcolm haussa les sourcils. Tu penses que c'est ici? Que c'est une fille? Je le sais, une mère c'est ces choses-là. Ils marchèrent main dans la main sur un sentier étroit qui menait de leur cabane au bord de la falaise. Le sentier était magnifique, mais isolé, serpentant entre les arbres dont les feuilles craquaient en sous leurs pieds. À leur gauche, la falaise tombait à pic dans le vide et Alison pouvait entendre le bruit lointain de l'eau en contrebas. À leur droite, la forêt devenait dense et sombre. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances impossibles de violet et d'or. Alison s'arrêta pour admirer le spectacle, une main sur son ventre, l'autre protégeant ses yeux du soleil. « C'est parfait, Malcolm. Absolument parfait. » Malcolm se tenait à quelques mètres derrière elle, les mains dans les poches. Son téléphone vibra. Il le sortit et jeta un coup d'œil à l'écran. Un SMS de Vanessa. « Tu es prêt? Tout est prêt de mon côté. Finis-en. » Il fixa le message pendant un long moment, puis regarda Alison. Elle rayonnait dans le soleil couchant, son profil doux et magnifique, une main caressant tendrement leur enfant à naître. Pendant une seconde, le doute l'envahit. Pouvait-il vraiment faire cela? Pouvait-il vraiment détruire quelque chose d'aussi pur, d'aussi innocent? Puis il pensa à l'assurance vie. 3 millions de dollars. L'argent provenant de la vente de cette maison et du déménagement de Vanessa. Les relations politiques que la société de Vanessa pouvait leur apporter, l'empire qu'ils pourraient bâtir ensemble sans être encombrés par un bébé qui pleure et une femme qui commençait déjà à se laisser aller. Il effaça le message et rangea son téléphone. Alison appela-t-il d'une voix désormais calme. « Approche-toi du bord, je veux te prendre en photo avec le coucher de soleil derrière toi pour l'album du bébé. » Alison se retourna et sourit, ce sourire confiant et magnifique qui avait conquis son cœur autrefois. « Vraiment ? Tu détestes être prise en photo. Je veux me souvenir de ce moment, de ce week-end. De nous. » Elle marcha vers le bord de la falaise, où un petit affleurement rocheux formait une plateforme naturelle. La chute était abrupte et mortelle, au moins 90 mètres plus bas, là où la rivière tournait autour des rochers. Elle se tourna vers lui, le vent soulevant ses cheveux, le coucher de soleil l'éclairant comme un ange. « Ça va ?» demanda-t-elle en riant. Malcolm leva son téléphone cadrant la photo. Sa main était parfaitement stable. « Parfait, tu es parfaite. » Il prit une photo, puis une autre, puis il baissa son téléphone et marcha vers elle. « Malcolm, tu l'as ?»« Oui, je l'ai. » Il la rejoignit et se tint à côté d'elle, tous deux regardant la vallée. La vue est magnifique, vraiment. Alison appuya sa tête sur son épaule. « Merci de m'avoir amené ici, de te battre pour nous. J'avais tellement peur que nous nous éloignions l'un de l'autre, mais cela prouve que tout ira bien entre nous. » Malcolm passa son bras autour de ses épaules. Alison. « Oui, je suis désolé. » Avant qu'elle n'ait pu lui demander ce qu'il voulait dire, son autre main se posa sur le creux de son dos, puis d'un mouvement rapide et brutal, il la poussa. Le cri d'Alison déchira l'air de la montagne. Un cri de pure terreur et de trahison qui résonna sur les rochers. Ses bras se mirent à gesticuler, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi à quoi s'agripper. Ses doigts effleurèrent la veste de Malcolm, mais il recula froidement et efficacement. Le temps sembla ralentir. Les yeux d'Alison se rivèrent aux siens pendant une horrible seconde qui sembla durer une éternité. Dans son regard, il vit le moment exact où son cœur se brisa.
Le moment où elle comprit ce qu'il avait fait, ce qu'il avait toujours prévu de faire. Sa bouche forma son nom, mais aucun son n'en sortit. Puis, la gravité l'emporta. Malcolm la regarda tomber de la falaise, rebondir sur les rochers, sa robe couleur crème flottant autour d'elle comme des ailes brisées. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle touche l'eau en contrebas avec un splash qui semblait incroyablement petit pour la fin d'une vie humaine. Il la regarda tandis que le courant s'emparait immédiatement de son corps et l'emportait vers les rochers, les rapides et l'obscurité. Il resta là pendant exactement 60 secondes, comptant dans sa tête. Puis il sortit son téléphone, les mains tremblantes, non pas à cause de la culpabilité, mais de l'adrénaline. Il composa le 911. « Mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie !» Sa voix se brisa parfaitement, la panique et le désespoir transparaissant dans chaque mot. « Ma femme, elle est tombée de la falaise. Nous prenions des photos et elle s'est trop approchée du bord et elle a glissé. Je vous en prie, vous devez envoyer quelqu'un. Elle est enceinte de 6 mois. » La voix de l'opérateur était calme et professionnelle. Il lui demanda où il se trouvait et lui demanda de rester en ligne. Malcolm lui donna les informations entre deux sanglots fins, jouant le rôle du mari dévasté avec le talent d'un acteur chevronné. « Monsieur, pouvez-vous la voir ? Est-elle visible ?» Malcolm s'approcha du bord et regarda les eaux tumultueuses. Le corps d'Allison avait déjà disparu, emporté par le courant. « Non, je ne la vois pas. L'eau l'a emportée. Oh mon Dieu, l'eau l'a emportée. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. » En moins de 20 minutes, les véhicules d'urgence ont remonté la route de montagne à toute vitesse. Les équipes de recherche et de sauvetage, les ambulanciers, la police. Ils ont trouvé Malcolm assis sur le sentier, la tête entre les mains, le corps tout entier tremblant. Une performance digne d'un Oscar. Une femme officier s'est agenouillée à côté de lui. « Monsieur Taylor, je suis l'agent Shin. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Malcolm l'a regardé, les yeux rougis. « Nous étions en train de prendre des photos. Elle voulait voir le coucher de soleil. Elle se tenait juste là. » Il a pointé du doigt le bord avec un doigt tremblant. Je lui ai dit de ne pas s'approcher autant, mais elle a répondu qu'elle voulait une meilleure vue. Puis elle a perdu l'équilibre. J'ai essayé de la rattraper. Je vous jure que j'ai essayé, mais je n'ai pas pu l'atteindre à temps. L'officier Chen avait l'air compatissant. Je suis vraiment désolé, monsieur. Nous allons faire tout notre possible pour la retrouver. À quel stade en était-elle ? 6 mois. La voix de Malcolm se brisa de manière convaincante. Nous allions avoir une fille. Nous allions l'appeler Maya. Ce n'était pas le cas. Ils n'avaient jamais discuté de prénom, mais celui-ci sonnait bien. Cela semblait tragique. Alors que les équipes de recherche descendaient la falaise en rappel et que d'autres se dirigeaient en aval pour fouiller la rivière, Malcolm était assis à l'arrière d'une ambulance, enveloppé dans une couverture dont il n'avait pas besoin, buvant un café dont il ne voulait pas. Il observait le chaos organisé autour de lui avec une efficacité détachée, planifiant déjà ses prochains mouvements. Appeler son avocat, remplir la demande d'assurance vie, attendre un délai respectable, peut-être 6 mois, puis présenter lentement Vanessa à son cercle social comme quelqu'un qui l'avait aidé à surmonter son chagrin. 6 mois plus tard, ils seraient été fiancés. Dans 2 ans, tout cela ne serait plus qu'un souvenir tragique, mais lointain. Son téléphone vibra. Un SMS de Vanessa. « J'ai vu les informations. Tu vas bien ? Reste fort, mon chéri. Je t'aime. » Il répondit rapidement. « C'est fait. Je t'appelle demain. » Dans la vallée, à plusieurs kilomètres en aval de l'endroit où les équipes de recherche fouillaient, le corps d'Allison avait été emporté par le courant et s'était échoué contre un arbre tombé en travers de la rivière. Le courant la maintenait là, à moitié submergée, le visage sous le sous. Elle était sous l'eau depuis près de 15 minutes. Pas d'air, pas de mouvement, pas de vie. Mais alors, contre toute attente, ses doigts ont bougé. Sa tête a émergé de l'eau dans un halètement accompagné d'une toux suffocante. De l'eau s'écoulait de sa bouche et de son nez tandis qu'elle s'agrippait désespérément à l'arbre. Tout son corps hurlait de douleur, son bras gauche était clairement cassé, plié dans un angle anormal. Du sang coulait d'une entaille sur son front, mais elle était en vie. À l'aide. Elle essaya de crier, mais ce n'était qu'un murmure. À l'aide. Le courant la tirait sans relâche, essayant de la ramener sous l'eau. Ses forces s'amenuisaient rapidement. La perte de sang et le choc s'installaient. C'était fini. Elle allait mourir ici, seule dans l'eau sombre, et personne ne saurait jamais ce que Malcolm avait fait. Puis elle le sentit, un coup de pied, fort et insistant contre ses côtes. Le bébé était encore en vie. Quelque chose de primitif envahit Allison, quelque chose de plus fort que la douleur, la peur ou la trahison. Elle était mère et son enfant se battait encore, ce qui signifiait qu'elle devait se battre aussi. Avec son seul bras valide, elle se hissa le long de l'arbre tombé, centimètre par centimètre, vers la rive. Chaque mouvement lui causait une douleur intense. Sa vision se brouilla et s'assombrit sur les bords. Mais elle continua d'avancer, elle ne savait pas combien de temps cela prit. Le temps avait perdu tout son sens.
Mais finalement, sa main toucha la boue, un sol solide. Elle se traîna hors de l'eau et s'effondra sur la rive, son corps tremblant violemment à cause du froid et du choc. Au-dessus d'elle, le ciel était maintenant complètement noir, les étoiles apparaissant une à une. Elle pouvait entendre des voix au loin, les équipes de recherche qui appelaient, mais elles étaient loin, se déplaçant dans la mauvaise direction. Ici, elle essaya d'appeler « Je suis ici ». Mais sa voix l'avait abandonnée, volée par l'eau, les cris et la trahison. Aucun son ne sortait. Allison était allongée dans la boue, une main sur son ventre, sentant les coups de pied réguliers qui signifiaient que son bébé était toujours en vie, toujours en train de se battre. Des larmes se mêlaient à l'eau de la rivière sur son visage. Malcolm l'avait poussée. Son mari, le père de son enfant, l'homme en qui elle avait confiance de tout son cœur, l'avait regardée dans les yeux et l'avait poussée d'une falaise pour la tuer, et il avait presque réussi. L'obscurité envahissait les bords de son champ de vision, son corps abandonnant finalement le combat. Sa dernière pensée consciente fut une prière. « Mon Dieu, sauvez mon bébé, laissez mon bébé vivre ». Puis tout devint noir. À plusieurs kilomètres en amont, Malcolm était reconduit à l'hôtel par un garde forestier compatissant. Son jeu avait été parfait. Tout le monde l'avait cru. La veuve tragique, le futur père dévasté. Il lui avait déjà dit qu'étant donné le temps qu'elle avait passé dans l'eau et la distance que le courant avait pu la transporter, il ne retrouverait peut-être jamais le corps. Parfait, pensa Malcolm. Sans corps, pas d'autopsie, pas de preuves, juste un terrible accident qui serait oublié avec le temps. Il s'autorisa un petit sourire. Il ne savait pas qu'à ce moment précis, à 3 kilomètres en aval, une vieille camionnette quittait la route départementale. Au volant se trouvait Loretta Green, une infirmière à la retraite de 73 ans qui rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa sœur. Elle était fatiguée et prête à se coucher, mais quelque chose la poussa à jeter un coup d'œil vers la rive. Était-ce une personne ? Loretta freina brusquement et attrapa sa lampe de poche. Elle descendit précipitamment le talus, ses vieux genoux protestant à chaque pas. Et là, allongée dans la boue, respirant à peine, se trouvait une jeune femme au ventre très rond. « Oh mon Dieu !» murmura Loretta en s'agenouillant à côté d'Allison. Elle appuya ses doigts sur le cou de la femme. « Le pouls est faible, mais il est là. Tiens bon, ma petite, tiens bon. » Les mains de Loretta bougeaient avec l'aisance acquise par quelqu'un qui avait passé 40 ans dans les salles d'urgence. Elle n'avait pas son téléphone. Elle l'avait laissé en charge chez sa sœur. Et elle n'avait pas le temps d'aller le chercher. Cette femme était en train de mourir sous ses yeux, et chaque seconde comptait. « Allez, ma petite » murmura Loretta en vérifiant les voies respiratoires de la femme et en cherchant son pouls dans son cou. « Il est faible, mais tu ne vas pas mourir ce soir. Pas si j'ai mon mot à dire. » Elle courut vers son camion et sortit la trousse médicale d'urgence qu'elle gardait toujours derrière le siège. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Même à la retraite, Loretta Green était toujours prête. Elle prit des couvertures, des bandages, son vieux stéthoscope et une bouteille dosabilité d'eau. La femme était en état de choc. Sa température corporelle baissait dangereusement. Loretta travailla rapidement, l'enveloppant dans des couvertures, lui posant soigneusement une attelle sur le bras cassé avec un morceau de bois flotté et des bandes déchirées de sa propre veste. La blessure à la tête était grave et saignait abondamment. Mais Loretta avait vu pire. Elle appuya un chiffon propre contre la blessure pour faire pression. « C'est ça, ma chérie. Continue à respirer. Continue à te battre. » Mais il y avait autre chose. Le ventre de la femme. Loretta posa doucement sa main dessus, à la recherche d'un mouvement. Là, un coup de pied. Faible, mais indéniable. Dieu ait pitié. Loretta respira. Ce bébé est encore en vie là-dedans. Elle ne pouvait pas emmener cette femme à l'hôpital. Elle ne pouvait pas appeler le 911. Son instinct, aiguisé par des décennies passées à voir des victimes de violences domestiques aux urgences, lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Les ecchymoses, sur le dos de la femme, visibles à travers sa robe déchirée, ressemblaient à des marques de mains. Quelqu'un l'avait poussé, et si quelqu'un l'avait poussé une fois, il pourrait recommencer. Loretta prit une décision qui allait tout changer. Elle souleva délicatement la femme inconsciente, étonnamment légère malgré sa grossesse, et la porta jusqu'à son camion. Elle l'allongea sur la banquette arrière, la couvrit de plusieurs couvertures et prit la route, non pas vers un hôpital, mais vers sa petite maison à la périphérie de Savannah, où elle avait tout ce qu'il fallait pour sauver une vie sans que personne ne le sache. Le trajet dura 2 heures. Loretta vérifiait sans cesse dans le rétroviseur que la femme respirait toujours. Lorsqu'elles arrivèrent à son modeste bungalow situé dans une rue calme bordée de chênes, l'aube se levait. Elle porta la femme à l'intérieur et l'allongea sur le lit de la chambre d'amis. Puis Loretta fit ce qu'elle avait fait d'innombrables fois auparavant. Elle devint une unité de traumatologie à elle seule.
Elle nettoya et sutura la blessure à la tête, remit le bras cassé en place, commença à poser 4 perfusions avec le matériel qu'elle avait encore de son époque d'infirmière, surveilla le rythme cardiaque du bébé avec son vieux Doppler. Pendant 3 jours, la femme oscilla entre la vie et la mort. Loretta dormit à peine, veillant à son chevet, changeant 4 poches, vérifiant ses signes vitaux, priant. Le 4e jour, la femme ouvrit les yeux. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix rauque et brisée. « Où suis-je »« Tu es en sécurité, ma chérie. » dit doucement Loretta en s'asseyant à côté du lit. « Tu es chez moi. Je m'appelle Loretta. Je t'ai trouvé près de la rivière. » Les yeux de la femme étaient confus, dans le vague. Elle essaya de s'asseoir et haleta de douleur. « Mon bras est cassé, mais je te l'ai dit, il guérira. » Loretta l'aida à se rallonger. « Comment vous appelez-vous, ma chérie ?» La femme fronça les sourcils. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle l'ouvrit à nouveau. « Je ne sais pas, vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens de rien. » La panique s'insinua dans sa voix. « Pourquoi je ne me souviens pas? Qui suis-je » Loretta avait déjà vu cela auparavant. Une amnésie traumatique, généralement temporaire, parfois permanente. Le traumatisme crânien était grave. Tout va bien, tout va s'arranger. Concentrons-nous sur votre rétablissement, kid, et peut-être que votre mémoire reviendra. La main de la femme se posa sur son ventre et ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Suis-je enceinte? Oui, ma chérie. Vous en êtes à environ 6 mois et le bébé se porte très bien. Son cœur bat fort, il bouge bien. Vous avez tous les deux survécu à quelque chose de terrible. Des larmes coulaient sur les joues de la femme. Je ne me souviens pas d'être enceinte, je ne me souviens de rien. Loretta lui prit doucement la main. De quoi vous souvenez-vous? De quoi que ce soit? La femme ferma les yeux, se concentrant. De l'eau sombre qui me entraînait vers le fond et des cris, je criais. Elle ouvrit brusquement les yeux, le regard effrayé. Quelqu'un m'a poussé et je suis tombé dans le vide. Chut, tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant. Qui m'a poussé? La voix de la femme se brisa. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me tuer? Loretta n'avait pas de réponse. Mais elle était sûre d'une chose. Celui qui avait poussé cette femme du haut de la falaise la croyait morte. Et peut-être était-il préférable, pour l'instant, que tout le monde continue à le croire. Plus tard dans la journée, alors que la femme dormait d'un sommeil agité, Loretta fouilla dans les lambeaux de ses vêtements. Dans la poche de la robe en lambeaux, elle trouva une petite carte plastifiée, une carte de membre d'une salle de sport, partiellement détruite par l'eau, mais encore lisible. Le nom était Taylor. Loretta regarda la femme endormie, la main posée de manière protectrice sur son ventre, même dans son sommeil, et prit une autre décision. « Anna » murmura-t-elle. Je t'appellerai Anna, et jusqu'à ce que tu te souviennes qui tu es vraiment, tu resteras cachée. Reste en sécurité. 3 semaines passèrent. Les blessures physiques d'Anna guérissaient, mais sa mémoire ne revenait pas. Elle ne se souvenait de rien avant son réveil dans la chambre d'amis de Loretta. Pas de nom, pas de famille, pas de vie avant la rivière. Juste des fragments, des cauchemars où elle tombait, de l'eau sombre, le visage de quelqu'un au-dessus d'elle, mais elle ne parvenait jamais à distinguer qui c'était. Puis, un matin, Loretta trouva Anna dans la salle de bain, se regardant dans le miroir avec une expression étrange. « Anna, ça va ma chérie ?» Anna se retourna lentement, le visage pâle. « Mon ventre, il est plus petit. » Le cœur de Loretta se serra. Elle redoutait ce moment. « Anna, assieds-toi. Toi, nous devons parler. Où est mon bébé ?» La voix d'Anna n'était qu'un murmure. « Loretta, où est mon bébé ?» Loretta la guida pour qu'elle s'assoie sur le rebord de la baignoire et s'agenouilla devant elle, lui prenant les mains. Tu étais en train d'accoucher quand je t'ai trouvé. Le traumatisme de la chute a déclenché un accouchement prématuré. J'ai mis ton bébé au monde ici, dans cette maison, il y a plusieurs semaines. Le visage d'Anna se décomposa. Plusieurs semaines? Je suis réveillée depuis 3 semaines. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu étais si faible, si fragile. J'attendais le bon moment. Mon bébé est-il mort? La voix d'Anna se brisa sur le dernier mot. Mon bébé est-il mort? Non, ma chérie. Oh, ton bébé a survécu. Un magnifique petit garçon en bonne santé, parfait en tout point. Le soulagement envahit le visage d'Anna, immédiatement suivi par la confusion. Alors, où est-il? Où est mon fils? Loretta prit une profonde inspiration. Anna, tu es restée inconsciente pendant près d'1 mois. Quand tu t'es enfin réveillée, tu ne te souvenais même plus de ton nom. Tu n'avais pas de papier d'identité ni de famille que je pouvais contacter, et je ne pouvais pas t'emmener à l'hôpital sans qu'on me pose des questions. Des questions qui auraient pu mener celui qui t'avait fait du mal jusqu'à toi. Alors, où est mon bébé Loretta? La voix d'Anna devenait plus forte, plus désespérée. J'ai appelé une amie qui travaille dans les services sociaux. Elle a trouvé une bonne famille, Anna. Un couple aimant qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont adopté ton fils. Il est en sécurité. Il est aimé. Tu as donné mon bébé.
Anna se leva et trébucha en arrière contre le mur. Tu as donné mon enfant à des étrangers. J'ai cru que tu allais mourir. J'ai cru faire le bon choix, lui donner une chance d'avoir une vraie vie plutôt que de rester coincé dans le système. Anna glissa le long du mur, tout son corps tremblant. Un son sortit de sa gorge, grave et guttural. Le son d'une mère à qui on a arraché son enfant. Non, 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 non. Loretta pleurait aussi maintenant. Je suis désolé, Anna. Je suis vraiment désolé. Je pensais que sans ta mémoire, sans savoir qui tu étais, je pensais que tu te trompais. La voix d'Anna était désormais froide, morte. Elle leva les yeux vers Loretta, le regard changé, durci. Sais-tu où il est? Sais-tu qui a mon fils? Non, mon ami. Elle ne me l'a pas dit. Perte de confidentialité, a-t-elle dit. Mais elle m'a promis qu'il était dans un bon foyer quelque part en Géorgie. Géorgie. Ce mot déclencha quelque chose dans l'esprit d'Anna. Un flash de mémoire, une ligne d'horizon, une maison avec des colonnes blanches, le nom d'une ville qui lui échappait. « Je dois le retrouver » dit Anna doucement. « Je dois retrouver mon fils. Oh, tu ne connais même pas ton propre nom. » Anna se leva lentement, regardant son reflet dans le miroir. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. Plus mince, plus dure, avec une cicatrice au-dessus de la tempe et des yeux qui avaient vu la mort de près. « Alors je deviendrai quelqu'un d'autre, » dit-elle, « quelqu'un d'assez fort pour le retrouver, quelqu'un d'assez intelligent pour découvrir la vérité sur ce qui m'est arrivé, sur qui m'a poussé de cette falaise. » Elle se tourna vers Loretta. « Tu m'aideras ?» Loretta acquiesça en essuyant ses larmes. « Tout ce dont tu as besoin, ma chérie, tout ce dont tu as besoin. » Les mois qui suivirent furent transformateurs. Anna, travaillant à des petits boulots et étudiant à des garants avec une détermination farouche, obtint son GED. Puis, grâce aux relations de Loretta et à une histoire inventée selon laquelle elle avait perdu ses papiers dans un incendie, elle s'inscrivit à l'université communautaire. Elle étudia la psychologie, poussée par le besoin de comprendre l'esprit humain, de comprendre comment quelqu'un pouvait pousser sa femme enceinte d'une falaise. Car au fond d'elle-même, dans un endroit au-delà de la mémoire, Anna savait que c'était ce qui s'était passé. Quelqu'un qui était censé l'aimer avait essayé de la tuer, et cette personne continuait à vivre sa vie pendant qu'elle reconstruisait la sienne à partir de rien. 5 ans passèrent. Anna travaillait dans le petit restaurant routier de Loretta, le Magnolia, servant du thé sucré et du poulet frit aux camionneurs et aux touristes. Elle souriait, elle riait, elle faisait semblant d'être heureuse, mais à l'intérieur, elle était vide. Une mère sans son enfant, une femme sans son passé. Loretta était devenue comme une mère pour elle, et Anna lui en était reconnaissante. Mais la gratitude ne pouvait combler le vide laissé par son fils. Chaque enfant qu'elle voyait, chaque petit garçon d'environ 5 ans, lui serrait le cœur d'une douleur qu'elle ne pouvait nommer, mais qu'elle ressentait à chaque respiration. Puis tout a changé un mardi soir d'octobre. Anna essuyait le comptoir. Le restaurant était presque vide, à l'exception d'un couple de personnes âgées assis dans le coin. La télévision accrochée au mur diffusait les informations locales à faible volume. Anna ne prêtait pas attention jusqu'à ce qu'elle entende le présentateur dire quelque chose qui la fit se figer. Et dans l'actualité politique, Malcolm Taylor, candidat au conseil municipal d'Atlanta, est en tête des sondages à quelques semaines des élections. Taylor, qui a tragiquement perdu sa première femme dans un accident de randonnée il y a 6 ans, a reconstruit sa vie avec sa femme actuelle, Vanessa Taylor, une responsable des relations publiques accomplies. Le couple était devenu le duo le plus puissant d'Atlanta, défendant des causes allant du logement abordable à la réforme de l'éducation. Anna leva les yeux vers l'écran et le monde s'arrêta. L'homme à l'écran était beau, charismatique, souriant aux caméras, le bras autour d'une belle femme vêtue d'une robe rouge. Mais ce n'était pas son visage qui avait fait battre le cœur d'Anna. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de viscéral. Elle le connaissait. La cafetière lui échappa des mains et se brisa sur le sol, mais Anna ne s'en rendit pas compte. Elle s'approcha de la télévision, le cœur battant à tout rompre. Malcolm Taylor. Ce nom résonnait dans son esprit comme une cloche. Et soudain, les souvenirs revinrent comme un barrage qui se rompt. Le manoir à Buckhead, la grossesse, le voyage d'anniversaire, la falaise, sa main sur son dos, la poussée, la chute, la trahison et son visage. Mon Dieu, son visage alors qu'elle tombait, froid, vide et définitif. « Malcolm », murmura-t-elle, et avec son nom vint le sien. « Je suis Allison, Allison Taylor. » La pièce tournait. Elle s'agrippa au comptoir pour se stabiliser, haletant à bout de souffle. Le couple de personnes âgées la regarda avec inquiétude, mais Anna ne pouvait pas se concentrer sur eux. Elle ne pouvait que fixer l'écran, l'homme qui l'avait assassiné, qui lui avait tout volé, et qui souriait maintenant et serrait des mains lors d'un événement de campagne. Et à côté de lui, la femme en rouge, Vanessa, la maîtresse sans doute. Anna pouvait le voir dans la façon dont elle regardait Malcolm, possessive et triomphante. Ils avaient tout obtenu, la vie, le succès, l'avenir. Alors qu'Anna avait été laissée pour morte dans une rivière, ils avaient bâti un empire sur sa tombe. « Anna, chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?»
Loretta était sortie de la cuisine, alarmée par le bruit du verre brisé. Anna se tourna vers elle et Loretta eut le souffle coupé en voyant son regard. Ce n'était plus Anna qui la regardait, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui venait de se souvenir de tout. « C'est lui !» dit Allison, la voix tremblante. « Cet homme à la télévision, c'est mon mari, Malcolm Taylor. C'est lui qui m'a poussé. » Loretta porta la main à sa bouche. « Oh mon Dieu ! Et cette femme avec lui, c'est sa maîtresse. Ils ont fait ça ensemble. Ils ont essayé de me tuer. Et quand ils ont cru avoir réussi, ils ont simplement continué leur vie. » La voix d'Allison se brisa. Ils ont continué leur vie comme si je n'avais jamais existé. Elle regarda Loretta, les larmes coulant sur son visage. « Mon bébé, Loretta, mon bébé. » C'était le fils de Malcolm, notre fils. Il est quelque part là-bas. Et son père a essayé de le tuer avant même qu'il ne naisse. Loretta prit Allison dans ses bras alors qu'elle s'effondrait. 5 années de chagrin, de perte et de confusion pour enfin trouver une cible. Cette nuit-là, Allison ne parvint pas à dormir. Elle s'assit à la table de la cuisine de Loretta avec son ordinateur portable, cherchant tout ce qu'elle pouvait trouver sur Malcolm Taylor. Chaque article, chaque photo, chaque mention, et il y en avait tellement. Il avait bâti un empire en son absence. Taylor Development Group était devenue l'une des principales sociétés immobilières d'Atlanta, avec une valeur estimée à 50 millions de dollars. Malcolm était présent au gala de charité et dans les magazines consacrés à l'excellence des Noirs dans le monde des affaires. Et à ses côtés se trouvait toujours Vanessa, resplendissante dans ses vêtements de créateur, avec son sourire parfait et étudié. Allison cliqua sur un article datant de 3 ans. Malcolm Taylor s'ouvre sur une perte tragique. Elle se força à le lire. « La perte d'Allison a été le moment le plus sombre de ma vie. » Malcolm était cité comme disant « Elle était tout pour moi. Elle portait notre enfant, pleine de rêves pour notre avenir. Cet accident m'a brisé, mais Vanessa m'a aidé à retrouver la lumière. Elle m'a montré que même après une tragédie, la vie peut être belle. » Les mains d'Allison tremblaient de rage. Accident. Il avait appelé ça un accident. Et il avait utilisé sa mort, utilisé leur enfant à naître, pour susciter la sympathie, pour construire son image politique. « Je te détruirai, » murmura-t-elle à l'écran. « Je te prendrai tout comme tu m'as tout pris. » Loretta entra dans la cuisine, enveloppée dans son peignoir. « Anna, je veux dire, Allison, il est 3 heures du matin. Tu as besoin de repos. J'ai besoin de mon fils. » Allison la regarda, les yeux brûlants de détermination. « Tu as dit qu'il avait été adopté par une famille en Géorgie. C'est là que se trouve Malcolm, à Atlanta. Et si mon fils était quelque part dans cette ville et que Malcolm ne savait même pas que son propre enfant avait survécu? Allison, le retrouver après toutes ces années, ce sera presque impossible. Les dossiers sont scellés. Rien n'est impossible. » Allison ferma l'ordinateur portable. « Je suis morte et revenue à la vie, n'est-ce pas? Si Dieu m'a fait traverser ces épreuves, s'il a gardé mon bébé en vie, alors il a un plan et je vais le suivre jusqu'au bout. » Au cours des 6 mois suivants, Allison s'est transformée. Elle s'est inscrite à un programme d'études supérieures en ligne en psychologie en utilisant sa nouvelle identité et une bourse destinée aux victimes de violences domestiques. Elle a étudié de manière obsessionnelle, conservant une moyenne parfaite tout en travaillant au restaurant. Elle a laissé pousser ses cheveux et les a teints d'un riche auburn, différent du brun foncé dont Malcolm se souviendrait. Elle a perdu du poids, tonifié son corps, changé toute son apparence. Mais plus que cela, elle a changé intérieurement. La douce et confiante Allison, qui croyait en l'amour et aux contes de fées, avait disparu, brûlée dans les eaux de la rivière. Ce qui émergea était une personne plus dure, plus vive, qui comprenait que le monde n'était pas tendre avec les femmes qui ne se défendaient pas. Elle devint le Dr Ariana Taylor Cole, conservant dans son nom des éléments de son ancienne vie et de sa nouvelle vie. Doctorante en psychologie, elle s'était spécialisée dans les traumatismes et la croissance post-traumatique. Sa thèse s'intitulait « Résurrection après la trahison. Comment les victimes reprennent le pouvoir ». Elle créa un site web, publia des articles, se forgea une réputation dans les milieux universitaires, puis, lorsqu'elle se sentit prête, lorsque sa nouvelle identité fut solide et inébranlable, elle passa à l'action. Elle posa sa candidature pour devenir bénévole à l'Atlanta Children's Hope Foundation, une organisation à but non lucratif qui venait en aide aux enfants ayant perdu leurs parents. C'était un pari risqué, mais Allison avait fait ses recherches. Le directeur de campagne de Malcolm avait mentionné dans une interview que Malcolm travaillerait avec plusieurs associations caritatives pour enfants dans le cadre de sa candidature au conseil municipal. Elle a obtenu le poste de bénévole et 3 semaines plus tard, elle se trouvait dans les bureaux de la fondation, dans le centre-ville d'Atlanta, en train de trier des dossiers, lorsqu'elle l'a vu. Un dossier concernant un garçon de 6 ans nommé Caleb Morrison, adopté à la naissance par une agence privée à Savannah.
vivant actuellement avec ses parents d'accueil, les Johnson, après le décès de ses parents adoptifs dans un accident de voiture 8 mois plus tôt. Les mains d'Allison tremblaient tandis qu'elle lisait les maigres informations. Mère biologique inconnue, père inconnu, trouvé abandonné, mais la date de naissance correspondait. Le 28 octobre, la date à laquelle Loretta lui avait dit que le bébé était né. « C'est lui », murmura-t-elle, les larmes brouillant sa vision. « C'est mon fils », dit-elle en regardant la photo attachée au dossier. Un magnifique petit garçon à la peau brun clair et aux yeux sombres et sérieux. Des yeux qui ressemblaient aux siens. Il portait une chemise bleue et tenait un dinosaure en peluche, sans vraiment sourire à la caméra. Son bébé, son fils, vivant et si proche qu'elle pouvait le toucher. « Puis-je vous aider ?» Une voix derrière elle fit sursauter Allison. Elle referma rapidement le dossier. « Non, je me familiarise simplement avec certains des enfants que nous aidons. » Elle se retourna et vit une femme noire d'âge moyen vêtue d'une tenue professionnelle. Son badge indiquait « Patricia Williams, directrice. »« Vous êtes notre nouvelle bénévole, n'est-ce pas, Ariana ?»« Oui, madame, je suis ravie d'être ici. » Patricia lui sourit chaleureusement. « Nous sommes ravis de vous accueillir. Votre expérience en psychologie des traumatismes sera extrêmement précieuse. Beaucoup de ces enfants ont vécu des pertes profondes. » « Je comprends la perte, » dit Allison doucement, mieux que la plupart des gens ne le savent. Au cours des semaines suivantes, Allison fit du bénévolat à la fondation 3 fois par semaine. Elle apprit que Caleb venait tous les mardis et jeudis pour la garderie après l'école. Ses parents d'accueil, les Johnson, étaient gentils, mais débordés avec 3 autres enfants placés. Caleb était calme, renfermé et avait du mal à communiquer avec les autres enfants. La première fois qu'Allison l'a vu en personne, elle a dû s'excuser pour aller pleurer dans les toilettes. Il était si beau, si parfait. Il avait ses yeux, son menton mais les pommettes saillantes et les sourcils prononcés de Malcolm. Un mélange parfait des deux, un enfant conçu dans l'amour avant que cet amour ne se transforme en poison. Elle l'a observé de loin pendant des semaines, n'osant pas s'approcher de lui. Mais Caleb était attiré par elle. Pendant nos séances, il s'asseyait près d'elle. Pendant l'heure de lecture, il choisissait la place à côté de celle où elle se tenait. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux la suivaient partout. « Il t'aime bien », a observé Patricia un après-midi. C'est inhabituel pour Caleb, il ne se lie pas facilement avec les gens. Peut-être qu'il a juste besoin de quelqu'un qui le comprenne, avait répondu Allison, en regardant Caleb colorier soigneusement une image représentant une famille, une mère, un père et un enfant se tenant tous par la main. Son cœur s'était brisé en 1000 morceaux, mais elle ne pouvait pas se dévoiler. Pas encore. Pas avant d'avoir réglé ses comptes avec Malcolm et Vanessa. Pas avant que son fils soit à l'abri d'eux pour toujours. Pendant ce temps, Allison avait préparé le terrain pour sa vengeance. Utilisant ses références, en tant que Dr. Ariana Taylor Cole, elle avait contacté le directeur de campagne de Malcolm pour lui proposer des services de conseil bénévole. « Je suis spécialisée dans l'aide aux personnalités publiques pour gérer les aspects psychologiques du leadership et de la perception du public », avait-elle écrit. « Je serais ravie de contribuer à la vision du conseiller Taylor pour Atlanta. » Le directeur de campagne s'était montré enthousiaste. L'adversaire de Malcolm gagnait du terrain en remettant en question son authenticité, suggérant que toute son image de veuve tragique, devenue philanthrope, était calculée. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse aider Malcolm à paraître plus sincère, plus accessible. Ils ne se doutaient pas qu'ils invitaient un fantôme à dîner. La première réunion d'Allison avec l'équipe de campagne était prévue un mercredi après-midi à leur siège social dans le centre-ville d'Atlanta. Elle s'était habillée avec soin. Vêtue d'un tailleur bleu marine, les cheveux tirés en arrière en un chignon élégant. Des lunettes dont elle n'avait pas besoin perchées sur le nez. Elle ne ressemblait en rien à l'Allison qui était tombée de cette falaise. Elle avait l'air soignée, professionnelle, puissante. Le bureau de campagne bourdonnait d'activité. De jeunes employés se précipitaient avec des tablettes et des téléphones. Des impressions des résultats des sondages recouvraient les murs. Et au centre de tout cela, dans une salle de conférence aux parois vitrées, était assis Malcolm. Allison eut le souffle coupé lorsqu'elle le vit. 6 ans l'avaient également changé. Il avait maintenant des tempes grisonnantes et des rides autour des yeux. Mais il était toujours beau, toujours imposant. C'était toujours l'homme qui lui avait murmuré « Je t'aime » à l'oreille quelques secondes avant de la pousser vers la mort. « Dr. Taylor Cole » dit la directrice de campagne, une femme énergique nommée Chenise en s'approchant, la main tendue. Merci beaucoup d'être venu. Conseiller Taylor est en train de terminer un appel, mais il sera avec nous dans un instant. Appelez-moi Ariana, je vous en prie. Allison lui serra la main, la voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. Je vous offre un café, de l'eau, ce serait parfait. Merci.
Alors que Chenise s'éloignait, Allison se permit de fixer Malcolm à travers la vitre. Il était au téléphone et riait de quelque chose, complètement détendu. C'était un homme sans conscience, sans culpabilité. Il avait assassiné sa femme et son enfant à naître, et il dormait paisiblement chaque nuit, mais plus pour très longtemps. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et Malcolm sortit, toujours au téléphone. Il jeta un bref coup d'œil à Allison, un sourire poli sur les lèvres, puis le regarda à nouveau. Son sourire vacilla pendant une seconde, quelque chose clignota dans ses yeux. La reconnaissance? Non, impossible, mais quelque chose. Le conseiller Taylor, dit Chenise en revenant avec Lady et Claude Allison. Voici le docteur Ariana Taylor Cole, la psychologue spécialisée en traumatisme dont je vous ai parlé. Malcolm tendit la main et Allison la serra, s'efforçant de ne pas tressaillir à son contact. Sa main était chaude, ferme, la main qu'il avait poussée. Dr Taylor Cole, quelle coïncidence intéressante. Une coïncidence? Allison garda un ton léger, curieux. Votre nom de famille? Taylor était le nom de jeune fille de ma défunte épouse. Le cœur d'Allison battait à tout rompre, mais elle garda une expression neutre. Taylor est un nom assez courant, monsieur le conseiller municipal. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. J'ai lu ce qui s'était passé. C'est tragique. Merci. Les yeux de Malcolm s'attardèrent sur son visage, l'observant attentivement. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me semblez familière. C'était le moment. Le test. Allison sourit, un sourire professionnel bien rodé. Je ne crois pas. Je vis à Savannah depuis quelques années. Je viens de revenir à Atlanta récemment. Vous avez peut-être vu ma conférence TED sur le rétablissement après un traumatisme. Elle a suscité beaucoup d'intérêt. C'est peut-être ça. Mais Malcolm ne semblait pas convaincu. Il continua à la fixer du regard tandis qu'ils entraient dans la salle de conférence. La réunion dura 1 heure. Allison présenta ses idées pour aider Malcolm à établir un lien plus authentique avec les électeurs, en particulier ceux qui avaient connu des pertes et des épreuves. Elle s'exprimait avec éloquence, faisait preuve de perspicacité et était juste assez provocante pour gagner le respect de Malcolm. « Vous n'avez pas peur de vous opposer ?» a-t-il fait remarquer à un moment donné. La plupart des consultants se contentent de me dire ce que je veux entendre. « Je ne suis pas comme la plupart des consultants », a répondu Allison en soutenant son regard. « Je crois qu'il faut dire la vérité même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable. Quelque chose s'est passé entre eux à ce moment-là. » Malcolm s'est penché en arrière sur sa chaise, l'observant avec un regain d'intérêt. « Je vous apprécie, Dr Taylor Cole, vous êtes engagé. Quand pouvez-vous commencer ?»« Immédiatement », répondit Allison en rassemblant ses affaires. « Je dois toutefois préciser que mon approche était très pratique. J'aurais besoin de vous rencontrer directement, sans passer par votre équipe. Je devrais vous observer dans différents contextes, comprendre votre façon de penser, votre réaction sous pression. Cela ne posera aucun problème. » Malcolm se leva et lui tendit à nouveau la main. « Je me réjouis de travailler avec vous, Ariana. » Alors que leurs mains se touchaient à nouveau, Allison imagina serrer la sienne jusqu'à lui briser les os. Au lieu de cela, elle sourit. « Tout le plaisir est pour moi, monsieur le conseiller. Vraiment. » Elle sortait du bâtiment lorsque son téléphone sonna. « Loretta, tu l'as vu ?» La voix de Loretta était anxieuse. « Je l'ai vu. » Allison se tenait sur le trottoir, levant les yeux vers le bâtiment où se trouvait le bureau de Malcolm. « Et il m'a vu. Il ne m'a pas reconnu, mais quelque chose l'a mis mal à l'aise. Tant mieux. Allison, chérie, tu es sûre de toi? Te rapprocher autant de lui, c'est dangereux. C'est lui qui devrait avoir peur de moi, pas l'inverse. » La voix d'Allison était froide. « Je ne suis pas la femme qu'il a rejetée. Je suis la femme qu'il a créée en essayant de me tuer. Et je vais le hanter jusqu'à ce qu'il craque. » Elle raccrocha et se dirigea vers sa voiture, mais elle s'arrêta, un frisson lui parcourant l'échine. Elle se retourna lentement. Malcolm se tenait à la fenêtre de son bureau, 5 étages plus haut, et la regardait. Même à cette distance, elle pouvait sentir son regard intense et inquisiteur posé sur elle. Allison ne détourna pas les yeux. Elle soutint son regard pendant un long moment, puis sourit et fit un signe de la main, amical et désinvolte. Mais à l'intérieur, son message était clair. « Je te vois, Malcolm, et bientôt tu me verras aussi. » Elle monta dans sa voiture et partit, laissant Malcolm debout à la fenêtre, un sentiment croissant de malaise s'installant dans sa poitrine. Il y avait quelque chose chez cette femme, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Cela l'empêcherait de dormir cette nuit, il le savait. Et c'était exactement ce que voulait Allison. Le jeu avait commencé. Cette nuit-là, Malcolm ne put dormir. Allongé dans son lit à côté de Vanessa, il fixait le plafond tandis qu'elle dormait paisiblement, les yeux recouverts d'un masque de sommeil en soie. La maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement de la climatisation. Mais l'esprit de Malcolm tournait à toute vitesse. Cette femme, le Dr Ariana Taylor Cole, quelque chose dans ses yeux, la façon dont elle penchait la tête lorsqu'elle écoutait, la courbe de sa bouche lorsqu'elle souriait. C'était comme regarder un fantôme portant le visage de quelqu'un d'autre. Ridicule, marmonna-t-il en sortant du lit. «
Allison est morte. Elle est morte depuis 6 ans. Il descendit dans son bureau et se servit un scotch, puis un autre. Il ouvrit son ordinateur portable et rechercha le Dr Ariana Taylor Cole. Ses références étaient impeccables. Doctorat de l'université Emory, article publié dans de grandes revues de psychologie, conférence TED sur la guérison des traumatismes qui avait été vue plus de 2 millions de fois. Elle était légitime, accomplie, réelle. Mais lorsqu'il fit défiler les photos sur son site web professionnel, ce sentiment de malaise s'intensifia. Sur chaque photo, elle était calme, confiante, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid, quelque chose qui ressemblait presque à de la rage cachée sous un sourire professionnel. Malcolm cliqua sur sa conférence TED et la regarda, le volume baissé pour ne pas réveiller Vanessa. Le docteur Taylor Cole se tenait sur scène dans une robe bordeaux, parlant avec éloquence de la manière dont les survivants de traumatismes pouvaient transformer leur douleur en force. « Quand quelqu'un vous trahit, disait-elle à l'écran, d'une voix calme et posée. Quand quelqu'un en qui vous avez confiance essaie de vous détruire, vous avez 2 choix. Vous pouvez laisser cette trahison vous définir, vous rabaisser, détruire ce qui reste de votre esprit, ou vous pouvez la laisser vous raffiner. Laissez-la brûler tout ce qui est faible, tout ce qui est naïf, tout ce qui vous rendait vulnérable au départ. Malcolm serra son verre dans sa main. « Je travaille avec des survivants qui ont été poussés à bout », a-t-elle poursuivi. Et Malcolm a senti son sang se glacer en entendant son choix de mots, qui ont été plongés dans les ténèbres par des personnes qu'ils aimaient. Et je les ai aidés à remonter vers la lumière. Non pas en tant que victime, mais en tant que guerrier. La façon dont elle a dit « pousser à bout », la façon dont elle a insisté sur « plonger dans les ténèbres ». Et était-il paranoïaque, ou y avait-il un message caché dans ces mots? Il ferma son ordinateur portable et vida son verre de scotch. Oh, il était ridicule. Allison était morte, il s'en était assuré. L'argent de l'assurance avait été versé il y a 5 ans. L'affaire était close. Il n'y avait pas de corps, mais tout le monde avait accepté que la rivière l'avait emportée, qu'elle était partie pour toujours. Tout le monde, sauf apparemment sa conscience coupable. Malcolm remonta à l'étage et se glissa dans son lit. Vanessa remua légèrement. « Ça va ?» murmura-t-elle d'une voix endormie. « Oui, je n'arrivais pas à dormir. » Elle tendit la main vers lui et il la serra dans ses bras, mais ses yeux restèrent ouverts, fixant l'obscurité. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait au plus profond de lui-même. Et Malcolm Taylor avait appris depuis longtemps à se fier à son instinct. Après 3 semaines de travail en tant que consultante, Allison était devenue indispensable à la campagne de Malcolm. Elle assistait aux réunions stratégiques, l'accompagnait à des événements publics et participait même à des dîners privés avec des donateurs. Elle était professionnelle, perspicace et veillait à ne jamais dépasser les limites. Mais, à chaque interaction, elle apprenait à connaître ses habitudes, ses faiblesses, ses points sensibles, et elle semait des graines. « Votre relation avec Vanessa ?» dit-elle un après-midi lors d'une consultation privée dans son bureau. Les électeurs y voient une histoire de rédemption. Un veuf retrouve l'amour, mais certains groupes de discussion ont exprimé leur inquiétude. Malcolm leva les yeux de ses notes. Quel genre d'inquiétude? Il s'interroge sur le calendrier. Allison garda un ton neutre, clinique. Combien de temps après la mort d'Allison vous êtes-vous mis ensemble, Vanessa et vous? Certains trouvent cela romantique, d'autres trouvent cela suspect. Vanessa et moi n'avons commencé à sortir ensemble qu'1 an après la mort d'Allison, dit Malcolm sur la défensive. Avant cela, nous étions juste amis. Elle m'a aidé à surmonter mon chagrin. Je ne porte pas de jugement, monsieur le conseiller. Je vous rapporte simplement les résultats des études. Allison sortit un dossier. D'après ces sondages, 32% des personnes interrogées remettent en question l'authenticité de votre récit de veuf en deuil. Elles se demandent si vous n'avez pas tourné la page trop rapidement. Si votre cœur n'était peut-être pas aussi brisé que vous le prétendez. Malcolm serra les mâchoires. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai perdu Allison. Ceux qui remettent cela en question ne savent pas de quoi ils parlent. Alors aidez-moi à comprendre, dit Allison en se penchant en avant. Parlez-moi d'elle, de votre mariage. Car si vous pouvez parler d'Allison avec une émotion sincère, si vous pouvez montrer aux électeurs la profondeur de votre perte, cela fera taire les sceptiques. Malcolm resta silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était soigneusement modulée. Allison elle était tout belle, gentille, confiante. Peut-être trop confiante. Il fit une pause. Elle voyait le meilleur chez tout le monde, même quand il ne le méritait pas. Quand elle est morte, quand je l'ai perdue, elle et notre bébé, c'était comme si quelqu'un m'avait arraché le cœur. Je ne pensais pas pouvoir survivre à cela. Mais vous avez survécu, dit Allison doucement, avec l'aide de Vanessa. Oui, Vanessa a été mon roc. Elle a compris ma douleur. Elle ne m'a jamais jugé pour avoir tourné la page. Pour avoir tourné la page ou pour être passé à autre chose. La question resta en suspens comme une lame.
Malcolm fixa Allison du regard. Qu'est-ce que cela signifie? Rien, monsieur le conseiller. Ce n'est que de la sémantique. Allison sourit, mais son regard resta froid. Je trouve toutefois intéressant la façon dont vous décrivez Allison. Trop confiante, presque comme si sa confiance était une faiblesse. Comme si son incapacité à voir le danger la rendait en quelque sorte responsable de ce qui lui est arrivé. Je n'ai jamais dit cela. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Allison ferma son dossier. Notre subconscient en révèle plus que nos mots ne le peuvent jamais. C'est mon travail de remarquer ces choses-là. Malcolm se leva brusquement. Je pense que nous en avons terminé pour aujourd'hui, Dr. Taylor Cole. Bien sûr, Allison rassembla ses affaires. Mais monsieur le conseiller, encore une chose? Oui, d'après mon expérience, les personnes qui clament le plus fort leur innocence sont souvent celles qui ont le plus à cacher. Elle s'arrêta à la porte. Juste une chose à laquelle réfléchir. Elle partit, laissant Malcolm debout dans son bureau, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la rage et la peur. Mais pour qui se prenait cette femme? Allison marcha jusqu'à sa voiture, l'adrénaline coulant dans ses veines. Elle était en train de l'atteindre. Elle le voyait à la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle appuyait sur certains boutons, à la façon dont son œil tressaillait lorsqu'elle mentionnait la mort d'Allison. Il commençait à craquer. Son téléphone sonna. Un SMS de Patricia, de la fondation Children's Hope. Caleb a eu une journée difficile aujourd'hui. Elle disait « Vous le rassurez ». Les yeux d'Allison se remplirent de larmes. Son bébé, son fils, la demandaient sans même savoir qui elle était vraiment. Elle se rendit directement à la fondation, même si elle n'était pas de service. Patricia la laissa entrer avec un sourire compatissant. Il est dans la salle de repos. Il y est depuis 1 heure. Il ne veut parler à personne. Allison trouva Caleb assis dans un pouf, les genoux repliés contre la poitrine, le regard perdu dans le vide. Son cœur se brisa. « Salut, Caleb », dit-elle doucement en s'asseyant par terre près de lui. « Pas trop près, juste assez près. Dure journée. » Il ne la regarda pas, mais hocha légèrement la tête. « Tu veux en parler ?» Il secoua la tête. « Ce n'est pas grave. Parfois, on n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on ressent. » Allison sortit un carnet de croquis et des crayons de couleur de l'étagère à fournitures artistiques. « Je peux dessiner avec toi ? Je ne te forcerai pas à parler. On peut juste être là. » Caleb la regarda enfin, ses yeux sombres si semblables aux siens, remplis d'une tristesse qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait porter. « Tu as une maman ?» La question frappa Allison comme un coup physique. « J'en avais une, elle est décédée quand j'étais plus jeune. Elle me manque tous les jours. J'avais une maman, » murmura Caleb. « 2 mamans. Je ne me souviens pas de la première. Elle m'a abandonné. Et puis ma deuxième maman est morte dans un accident de voiture. Maintenant, je vis avec les Johnson, mais ce ne sont pas mes parents. Ils sont gentils, mais ce ne sont pas mes parents. » Allison retint ses larmes. « Caleb, mon chéri, ta première maman ne t'a pas abandonné. Parfois, la vie est compliquée. Parfois, les gens sont séparés de ceux qu'ils aiment. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que des choses graves se produisent. Des choses qui échappent à leur contrôle. Comment tu le sais ? » Sa voix était faible, brisée. « Comment tu sais qu'elle ne m'aimait tout simplement pas ?» Allison ne put s'en empêcher. Elle s'approcha et prit sa petite main dans la sienne. « Parce que je sais que n'importe quelle mère qui t'aurait eu t'aimerait plus que tout au monde. Je sais qu'elle remuerait ciel et terre pour te retrouver, pour être avec toi. Et je sais que où qu'elle soit, elle pense à toi chaque jour. » Caleb lui serra la main. « Tu le penses vraiment ? Je le sais, mon chéri. J'en suis absolument certaine. » Ils restèrent assis ensemble pendant longtemps, dessinant dans un silence complice. Caleb dessina un super-héros, fort et courageux. Allison dessina un phénix renaissant de ses cendres. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Caleb en montrant son dessin. « C'est un oiseau qui meurt dans les flammes, mais qui revient ensuite à la vie, plus fort qu'avant. C'est cool. » Caleb examina le dessin. « J'aimerais pouvoir être comme ça, fort et courageux, et ne pas avoir peur tout le temps. Tu es fort, Caleb, plus fort que tu ne le penses. Tu as survécu à tant de pertes, et tu es toujours là. Tu continues à te battre. C'est la chose la plus courageuse au monde. » Lorsque Patricia vint leur dire qu'il était temps de fermer pour la soirée, Caleb serra Allison dans ses bras. « Tu seras là jeudi ? Rien ne pourrait m'en empêcher, » promit Allison. Alors qu'elle regardait Caleb partir avec sa mère adoptive, le voyant se retourner pour lui faire un dernier signe de la main, Allison fit un vœu. Très bientôt, elle lui dirait la vérité. Elle ferait tomber Malcolm et Vanessa, récupérerait son nom et serait une mère pour son fils. Mais d'abord, elle devait détruire les personnes qui avaient été tentées de la détruire. Ce soir-là, Allison rencontra son arme secrète. Il s'appelait Marcus Chin, un journaliste d'investigation qui enquêtait depuis des années sur la corruption politique à Atlanta. Elle l'avait contacté 2 semaines auparavant, lui fournissant des informations anonymes sur la demande d'indemnisation de Malcolm il y a 6 ans.
Ils se sont rencontrés dans un bar miteux de l'est d'Atlanta, loin des lieux huppés où se réunissait l'entourage de Malcolm. Vous aviez raison, a déclaré Marcus en faisant glisser un dossier sur la table. L'enquête sur l'assurance était une farce. 3 millions ont été versés à Malcolm Taylor dans les 6 mois suivant le décès de sa femme. Pas de corps, enquête minimale, juste le rapport d'un garde forestier et le témoignage de Malcolm. Et l'enquêteur qui a signé le rapport, il a pris sa retraite mystérieusement 6 mois plus tard avec une fortune soudaine et a acheté une maison en Floride au comptant. Je ne peux pas prouver que Malcolm l'a payé, mais le timing est vraiment suspect. Le pouls d'Allison s'accéléra. Tu peux prouver tout ça ? Pas encore. Mais si tu peux me fournir d'autres relevés téléphoniques, des documents financiers, tout ce qui relie Malcolm à l'enquêteur au moment du versement, je peux monter un dossier. Je peux vous obtenir ce dont vous avez besoin. Le sourire d'Allison était prédateur. J'ai désormais accès à son bureau, à ses dossiers, à son ordinateur quand il ne regarde pas. J'ai juste besoin de temps. Soyez prudente, l'avertit Marcus. Si Malcolm soupçonne que vous enquêtez là-dessus, s'il réalise qui vous êtes vraiment, il ne le fera pas. La voix d'Allison était glaciale, car la femme qu'il connaissait était morte. Et la femme que je suis maintenant, c'est quelqu'un dont il devrait avoir peur. Elle quitta le bar et se dirigea vers le quartier de Malcolm à Buckhead. Elle n'avait pas l'intention d'aller chez lui, juste de passer devant. Elle avait besoin de voir la vie qu'il s'était construite sur sa tombe. La maison était exactement comme elle l'avait vue dans les magazines. Une demeure moderne avec des baies vitrées, en retrait de la rue, derrière des haies parfaitement taillées. Des lumières brillaient chaleureusement à l'intérieur et Allison pouvait voir des silhouettes bouger dans ce qui semblait être le salon. Elle se gara et observa. Malcolm apparut à la fenêtre, riant, un verre de vin à la main. Puis Vanessa le rejoignit, magnifique dans son chemisier en soie blanche, se penchant vers lui, tandis qu'il passait son bras autour de sa taille. Ils avaient l'air heureux, satisfaits, comme des gens sans aucun souci. Allison serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Cela aurait dû être sa vie, cela aurait dû être sa maison, son bonheur, son avenir. Malcolm lui avait tout volé et l'avait donné à la femme avec laquelle il l'avait trahi. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. « Loretta, où es-tu, ma chérie ?» devant sa maison en train de les regarder. Ils ont l'air si heureux, Loretta, comme s'ils avaient gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils ne savent tout simplement pas encore qu'ils ont perdu. La voix de Loretta était ferme. « Rentre à la maison, Allison. Ne les laisse pas te voir comme ça, vulnérable et blessée. Tu es plus forte que ça. » « Vraiment ?» La voix d'Allison se brisa. « Parfois, je me demande si je suis assez forte pour faire ça, pour leur faire face, pour récupérer tout ce qu'ils m'ont volé. Tu as survécu après avoir été poussé d'une falaise. Tu as survécu après avoir perdu la mémoire. Tu as perdu ton enfant. Tu as tout perdu et tu es toujours debout. Tu continues à te battre. Ce n'est pas de la faiblesse, chérie. C'est une force qu'ils ne peuvent même pas comprendre. » Allison prit une profonde inspiration. « Tu as raison. Je ne suis plus cette fille effrayée. Je suis autre chose maintenant. Quelque chose qu'ils ont créé. Et je vais leur montrer exactement ce qu'ils ont fait. » Elle était sur le point de partir en voiture lorsque la porte d'entrée de la maison de Malcolm s'ouvrit. Une femme sortit et Allison retint son souffle. C'était Vanessa, mais elle ne souriait plus. Elle était au téléphone, le visage déformé par la colère, gesticulant sauvagement tandis qu'elle parlait à son interlocuteur. Elle monta dans sa Mercedes et sortit de l'allée en crissant des pneus. « Des problèmes au paradis ?» Allison réfléchit rapidement. Cela pourrait être utile. Une fissure dans leur façade parfaite. Elle démarra sa voiture et, sur un coup de tête, suivit Vanessa. La Mercedes se dirigea vers le centre-ville, slalomant agressivement dans la circulation. Vanessa n'était clairement pas dans un état émotionnel stable. Allison garda une distance de sécurité. Curieuse de savoir où cette femme, la maîtresse de son mari, celle qui avait contribué à orchestrer son meurtre, se rendait avec une telle fureur, Vanessa s'engagea dans un parking souterrain sous un immeuble de luxe. Allison attendit un instant, puis la suivit. Elle regarda Vanessa prendre l'ascenseur et nota à quel étage il s'arrêtait, le 23e. Allison attendit 15 minutes, puis prit elle-même l'ascenseur. Le 23e étage ne comptait que 4 appartements, tous manifestement des penthouses luxueux. Elle marcha lentement dans le couloir en tendant l'oreille. Derrière l'une des portes, elle entendait des voix qui s'élevaient. La voix de Vanessa, aiguë et furieuse, et celle d'un homme. Pas celle de Malcolm, celle de quelqu'un d'autre. Allison sortit son téléphone et commença à enregistrer le son tout en s'approchant de la porte. « Tu as dit que ça marcherait !» Vanessa criait. « Tu as dit qu'une fois qu'elle serait partie, tout rentrerait dans l'ordre. Mais 6 ans plus tard, je suis toujours relégué au second plan derrière une femme morte. Il cache ses photos dans son bureau, il l'appelle dans son sommeil. Je ne peux pas rivaliser avec un fantôme. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. » La voix de l'homme était froide. « Tu voulais cette vie, cet argent, ce statut. Tu les as eus. Arrête de te plaindre. Je le voulais, lui. » La voix de Vanessa se brisa.
Je voulais que Malcolm m'aime comme il l'aimait, mais ce n'est pas le cas. Il ne m'aimera jamais, car elle était parfaite et je ne suis qu'une femme avec laquelle il s'est contenté de se caser. Alors quitte-le. Je ne peux pas. Nous sommes trop impliqués. Si je pars, si notre mariage s'effondre, les gens vont commencer à se poser des questions. Ils commenceront à fouiller dans le passé, à chercher ce qui s'est vraiment passé sur cette falaise. Le cœur d'Alison battait à tout rompre. C'était ça. C'était la confession dont elle avait besoin. Nous avons fait un choix il y a 6 ans, continua l'homme. Nous devons vivre avec. Tu as obtenu ce que tu voulais ? En grande partie, en tout cas. Alors arrête de m'appeler chaque fois que toi et Malcolm vous disputez. Je ne suis pas ton psychologue, tu es mon frère, tu es censé me soutenir, mon frère. Vanessa avait un frère à qui elle se confiait, un frère qui savait pour le meurtre. Je t'ai soutenu quand tu me l'as demandé. L'homme dit, je t'ai aidé à tout planifier. Je t'ai soutenu quand tu es devenue Madame Malcolm Taylor. Mais j'en ai assez, Vanessa. J'en ai assez de nettoyer tes dégâts. Allison entendit des pas s'approcher de la porte et s'éloigna rapidement, se réfugiant dans la cage d'escalier. Elle entendit la porte de l'appartement s'ouvrir et jeta un coup d'œil prudent à travers la petite fenêtre de la porte de la cage d'escalier. L'homme qui sortit était grand, la quarantaine, avec des traits anguleux et des yeux froids. Il ressemblait à une version masculine plus âgée de Vanessa. Il entra dans l'ascenseur sans se retourner. Allison attendit qu'il soit parti, puis se glissa dehors et prit l'ascenseur pour descendre. Son esprit tournait à toute vitesse. Le frère de Vanessa avait aidé à planifier le meurtre. C'était plus grave qu'elle ne le pensait, il ne s'agissait pas seulement de Malcolm et Vanessa. C'était un complot. Et maintenant, elle en avait la preuve. Elle envoya immédiatement l'enregistrement audio à Marcus avec un message. « Cela change tout, j'ai besoin que tu découvres qui est le frère de Vanessa. Il est impliqué. » Sa réponse arriva en quelques minutes. « Je m'en occupe, c'est explosif. Sois prudente. » Allison rentra à Savannah cette nuit-là, l'esprit envahi par toutes sortes de possibilités. Elle avait désormais des preuves, de vraies preuves, mais elle ne pouvait pas encore aller voir la police. Elle avait besoin de plus. Elle devait les dénoncer publiquement de manière spectaculaire afin qu'ils ne puissent jamais échapper à la justice. Lorsqu'elle arriva chez elle, Loretta l'attendait avec une tasse de thé et une mine inquiète. « J'ai suivi Vanessa ce soir, » dit Allison en s'effondrant sur le canapé. « Elle a rencontré son frère. Loretta, il les a aidés à planifier mon meurtre. Il l'a admis, je l'ai enregistré. » Loretta porta la main à sa bouche. « Oh mon Dieu, mais ce n'est pas encore suffisant. J'ai besoin que Malcolm craque. J'ai besoin qu'il avoue ou qu'il fasse quelque chose qui prouve sa culpabilité sans l'ombre d'un doute. » Allison regarda Loretta avec une détermination farouche. « Je vais le pousser comme il m'a poussé. Je vais le pousser jusqu'à ce qu'il craque. Et Caleb, qu'en vas-tu lui dire ?» L'expression d'Allison s'adoucit rapidement. « Une fois que Malcolm et Vanessa auront été démasqués, une fois que mon nom aura été blanchi, une fois que j'aurai pu prouver que je suis sa mère et que je me suis battue pour revenir vers lui toutes ces années. Je veux qu'il soit fier de moi, Loretta. Je veux qu'il sache que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Même si je ne me souvenais pas de lui, il le saura, chérie, le moment venu. Il le saura. » Le lendemain matin, Allison retourna à Atlanta pour un événement de campagne prévu. Malcolm prononçait un discours dans un centre communautaire du sud-ouest d'Atlanta, parlant de seconde chance et de rédemption. Allison ne manqua pas de remarquer l'ironie de la situation. Elle se tenait au fond de la salle, le regardant s'adresser à la foule. Il était bon, charismatique, chaleureux, apparemment sincère. Personne parmi ceux qui le regardaient n'aurait pu deviner que sous cette apparence soignée se cachait un meurtrier. Après le discours, Malcolm l'a trouvé dans la foule. « Dr Taylor Cole, qu'en avez-vous pensé ?» « Convaincant, » a répondu Allison. « Même si j'ai remarqué que vous avez buté sur la partie concernant les valeurs familiales, votre voix s'est tendue lorsque vous avez mentionné Allison. Est-ce toujours douloureux pour vous de parler d'elle ?» Le sourire de Malcolm s'est effacé. « Cela fait 6 ans. J'ai tourné la page. » Vraiment, Allison pencha la tête, parce que d'un point de vue psychologique, pour guérir véritablement d'une perte traumatisante, il faut la reconnaître, et non l'éviter. Et vous évitez de parler d'Allison dès que vous le pouvez. Vous la mentionnez lorsque vous y êtes obligé pour des raisons politiques, mais vous ne parlez jamais vraiment d'elle, de qui elle était, de ce que vous aimiez chez elle, de ce que vous avez perdu lorsqu'elle est morte. Je ne vois pas en quoi cela est pertinent. C'est pertinent parce que les électeurs peuvent sentir le manque d'authenticité. Ils peuvent sentir quand quelqu'un joue le rôle du deuil plutôt que de le vivre. Allison s'approcha, baissant la voix. « Que pleurez-vous vraiment, monsieur le conseiller ? La perte de votre femme ou la perte de celui que vous étiez avant sa mort ?» Les yeux de Malcolm brillèrent d'une lueur sombre. « Je pense que vous dépassez les bornes, Dr Taylor Cole. Je pense que je fais mon travail. » Allison soutint son regard. « Mon travail consiste à vous aider à remporter cette élection. Et pour cela, vous devez être honnête. Si ce n'est pas avec les électeurs, au moins avec vous-même. » Elle s'éloigna, laissant Malcolm debout,
la mâchoire serrée, les mains crispées en poing. Elle sentait son regard brûlant dans son dos alors qu'elle quittait le centre communautaire. Dehors, elle s'autorisa un petit sourire. Elle était en train de l'atteindre. Chaque conversation, chaque accusation subtile, chaque rappel d'Allison était comme une épine sous sa peau. Bientôt, il serait tellement mal à l'aise, tellement paranoïaque qu'il commettrait une erreur. Et quand ce serait le cas, elle serait là pour le piéger. Son téléphone vibra. Un SMS de Marcus. J'ai trouvé des informations sur le frère de Vanessa. Il s'appelle Derek Cole, ancien avocat, radié du barreau il y a 3 ans pour violation de l'éthique. Écoute ça. Il travaille maintenant comme détective privé. Traduction, il règle les problèmes des gens riches qui ne veulent pas se salir les mains. Le sourire d'Allison s'élargit. Parfait. Derek Cole avait aidé Vanessa et Malcolm à dissimuler un meurtre, et maintenant elle allait utiliser cette information pour les faire tomber tous les 3. Mais avant, elle avait encore une personne à voir. Elle se rendit en voiture à la Children's Hope Foundation. Son cœur battait fort d'impatience. C'était jeudi, ce qui signifiait que Caleb serait là. Elle le trouva dans la salle d'art, peignant avec une intense concentration. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Mademoiselle Ariana, vous êtes venue et ça faisait vous êtes venue. Je vous l'avais promis, n'est-ce pas ?» Allison s'assit à côté de lui et regarda son dessin. C'était une maison avec une famille de bonhommes allumettes devant. Une maman, un papa et un petit garçon qui leur tenait la main. « C'est ta famille ?» demanda-t-elle doucement. Caleb secoua la tête. « C'est mon souhait, la famille que je voudrais avoir un jour. Une maman et un papa qui me garderaient pour toujours, qui ne partiraient pas. » Les yeux d'Allison se remplirent de larmes. « Caleb, je peux te dire quelque chose ? D'accord. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus doivent nous quitter pendant un certain temps. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que des choses terribles se produisent et qu'elles ne peuvent pas les contrôler. Mais cela ne signifie pas qu'elles cessent de nous aimer. Cela ne signifie pas qu'elles cessent d'essayer de retrouver le chemin qui les ramène vers nous. » Caleb la regarda avec ses 2 yeux sérieux. « Comment le sais-tu ? » « Parce que, » murmura Allison en prenant sa petite main dans la sienne, « parce que l'amour ne meurt pas. Même quand tout le reste meurt, l'amour survit et retrouve le chemin de la maison, peu importe le temps que cela prend. » Caleb la serra fort dans ses bras et Allison le tint contre elle, respirant le parfum de ses cheveux, sentant les battements réguliers de son cœur contre le sien. Son fils, son miracle, la raison pour laquelle elle avait survécu. « Bientôt ?» murmura-t-elle dans ses cheveux, trop doucement pour qu'il l'entende. « Bientôt, mon bébé. Maman est presque rentrée. » Ce soir-là, Malcolm ne put avaler son dîner. Vanessa était assise en face de lui à table, poussant sa nourriture dans son assiette. La tension entre eux était palpable. « Tu agis bizarrement », finit-elle par dire. « Depuis que cette psychologue a commencé à travailler pour ta campagne, que se passe-t-il ? Il ne se passe rien. Ne me mens pas, Malcolm. » « Malcolm, je te connais. Quelque chose te tracasse. » Malcolm posa sa fourchette. C'est elle. Le docteur Taylor Cole, il y a quelque chose chez elle qui me met mal à l'aise. Alors, vire-la. Je ne peux pas. Elle est douée dans son travail. Les sondages sont en hausse depuis qu'elle a commencé à nous conseiller. Mais il cessa de secouer la tête. Mais quoi ? Elle me regarde parfois et c'est comme si elle voyait à travers moi. Comme si elle savait quelque chose. La voix de Malcolm baissa le ton. Comme si elle savait ce que j'ai fait. Vanessa pâlit. C'est impossible. Personne ne sait. Personne ne peut savoir. Je sais que c'est impossible. Allison est morte. Elle est morte depuis 6 ans. Mais cette femme, elle... Malcolm se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Elle me pose des questions sur Allison. Elle me pousse à parler d'elle. Elle dit des choses qui ressemblent à des accusations déguisées en thérapie. Tu es paranoïaque. Vraiment ? Malcolm s'est tourné vers elle. Où est-ce que je suis enfin à l'écoute de mon instinct ? Tu devrais voir la façon dont elle me regarde, Vanessa. Comme si elle attendait que je confesse. Comme si elle savait déjà que je suis coupable. Vanessa s'est levée et s'est approchée de lui, prenant son visage entre ses mains. « Écoute-moi, nous avons fait ce que nous devions faire. Allison nous gênait, elle aurait tout gâché, nos projets, notre avenir. Nous avons éliminé un obstacle, c'est tout. Nous l'avons tuée, dit Malcolm d'un ton neutre. Nous l'avons tuée, elle et notre bébé. Tu l'as tuée, corrigea Vanessa. Je t'ai juste aidé à nettoyer le désordre, et nous avons très bien vécu avec ça pendant 6 ans. Ne craque pas maintenant. » Malcolm s'éloigna d'elle. Parfois, tard dans la nuit, je vois son visage, la façon dont elle m'a regardé quand elle est tombée, la trahison dans ses yeux, et je me demande ce qui se serait passé si elle avait survécu. Et si elle était là, quelque part, à nous observer, elle est morte, Malcolm. Les morts ne reviennent pas. Mais même en disant cela, Vanessa a senti un frisson lui parcourir l'échine, car elle faisait les mêmes cauchemars. Des rêves dans lesquels Allison sortait de la rivière, les cheveux ruisselants, les yeux noirs de vengeance. « Je vais me coucher, dit Malcolm. J'ai une réunion tôt demain matin. » Après son départ, Vanessa sortit son téléphone et appela son frère. «
Nous avons un problème, dit-elle lorsque Derrick répondit. Quoi encore? Malcolm craque, il est paranoïaque, il voit des fantômes. Et il y a cette consultante qui travaille sur sa campagne. Une psychologue qui semble lui mettre des idées dans la tête. Alors, vire-la, ce n'est pas si simple. Elle fait grimper ses résultats dans les sondages. Si on la vire maintenant, ça va paraître suspect. Vanessa se mordit la lèvre. Derek, et si quelqu'un savait? Et si quelqu'un enquêtait sur ce qui s'est passé il y a 6 ans? Alors nous ferons comme nous avons fait avec Allison. La voix de Derrick était froide, claire et définitive. Donne-moi le nom de cette psychologue, je vais me renseigner sur elle. Dr. Ariana Taylor Cole. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu as dit Taylor? Oui. Pourquoi? C'était le nom de jeune fille d'Allison. Vanessa sentit son sang se glacer. Ce n'est qu'une coïncidence. Taylor est un nom courant, peut-être. Ou peut-être que Malcolm a raison d'être paranoïaque. Je vais me renseigner sur son passé. Si elle représente une menace, nous l'éliminerons. Comme avant, après avoir raccroché, Vanessa se servit un grand verre de vin et se tint debout devant la fenêtre, regardant la ligne d'horizon d'Atlanta. Quelque part dans la ville, le docteur Ariana Taylor Cole dormait paisiblement, inconsciente qu'elle venait de devenir une cible. Ou peut-être pas, car à ce moment précis, dans son appartement de l'autre côté de la ville, Allison était éveillée, les yeux fixés au plafond, un sourire aux lèvres. Elle avait semé le doute dans l'esprit de Malcolm. Elle avait creusé un fossé entre lui et Vanessa. Et maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre qu'ils se détruisent eux-mêmes. Échec et mat, murmura-t-elle dans l'obscurité. Vous ne le savez pas encore, c'est tout. L'enquête de Derek Cole sur le docteur Ariana Taylor. Cole prit moins de 48 heures. Assis dans son bureau exigu de l'est d'Atlanta, il fixait l'écran de son ordinateur, le sang glacé dans ses veines. Les références de cette femme étaient authentiques. Sa formation était documentée. Ses publications existaient, mais lorsqu'il creusa davantage dans son histoire avant ses études supérieures, tout devint flou. Ses dossiers universitaires montraient qu'elle avait fréquenté le Community College de Savannah sous un autre nom, Anna Green. Aucun dossier avant cela, aucun certificat de naissance, aucun numéro de sécurité sociale émis avant 6 ans. C'était comme si Ariana Taylor Cole avait été créée de toutes pièces il y a exactement 6 ans, à peu près au moment où Allison Taylor était morte. Derek prit son téléphone d'une main tremblante et appela Vanessa. « Nous avons un sérieux problème », dit-il sans préambule. « Ta psychologue? C'est un fantôme. Son identité a été fabriquée il y a 6 ans. Avant cela, elle n'existait pas. Que veux-tu dire? Je veux dire que quelqu'un a créé une fausse identité à peu près au moment où toi et Malcolm avez tué Allison. Ce n'est pas une coïncidence, Vanessa. Quelqu'un est au courant. Soit cette femme enquête sur ce qui s'est passé, soit il a abandonné cette idée trop impossible à réaliser, soit quoi? La voix de Vanessa était aiguë, paniquée, soit c'est Allison. D'une manière ou d'une autre, elle a survécu et elle planifie cela depuis 6 ans. Vanessa a ri, mais cela semblait hystérique. C'est fou, Malcolm l'a poussée d'une falaise de 90 mètres. Elle est tombée dans les rapides. Même si elle avait survécu à la chute, elle se serait noyée. C'est impossible. Alors expliquez l'identité, rétorqua Derek. Expliquez pourquoi une femme portant le nom de jeune fille d'Allison, créée exactement au moment où Allison est morte, travaille désormais en étroite collaboration avec la campagne de Malcolm. Expliquez pourquoi elle le pousse sans cesse à parler d'Allison. C'est elle, Vanessa. Je ne sais pas comment, mais c'est elle. Vanessa laissa tomber le téléphone, ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine le ramasser. Que faisons-nous? Nous terminons ce que Malcolm a commencé ce soir. Avant qu'elle ne puisse nous dénoncer ce soir-là, Malcolm avait invité Allison chez lui pour une session stratégique privée. Vanessa s'y était opposée, mais Malcolm avait insisté. « Je dois dépasser cette paranoïa. » Il lui avait dit « Je dois l'affronter de front. La voir dans notre espace, là où Allison n'a jamais été, m'aidera à voir à quel point je suis ridicule. » Mais Vanessa savait mieux que lui. Elle envoya un SMS à Derek. « Elle vient à la maison ce soir, à 20h. Fais-le à ce moment-là. » Allison sut que c'était un piège dès qu'elle reçut l'invitation de Malcolm. Il ne l'avait jamais invité chez lui auparavant. Il avait toujours insisté pour se rencontrer dans des lieux publics, au siège de la campagne ou dans des restaurants. Cette soudaine intimité était suspecte, mais cela ne la dérangeait pas. Elle était prête. Elle s'habilla avec soin, choisissant un tailleur pantalon blanc, couleur du deuil et de la Renaissance. Elle attacha ses cheveux en arrière, dévoilant la petite cicatrice au-dessus de sa tempe qu'elle cachait habituellement avec du maquillage. Ce soir, elle voulait qu'il la voie, qu'il la reconnaisse. Avant de quitter son appartement, elle appela Marcus. « Si tu n'as pas de nouvelles de moi avant 22h ce soir, publie tout ce que nous avons, tous les enregistrements, toutes les preuves, toutes. Allison, n'y va pas. C'est trop dangereux. Je dois y aller. Tout cela doit prendre fin ce soir, d'une manière ou d'une autre. »
Elle marqua une pause. Et Marcus. S'il m'arrive quelque chose, assure-toi que mon fils sache que je me suis battue pour revenir vers lui. Assure-toi que Caleb sache que sa mère l'aimait plus que tout au monde. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse protester davantage. Le trajet jusqu'à la maison de Malcolm lui sembla irréel. Il y a 6 ans, elle avait vécu là, ri là, rêvé d'élever son enfant là. Aujourd'hui, elle revenait en tant qu'étrangère, en tant qu'ennemie, en tant que fantôme en quête de vengeance. Malcolm ouvrit la porte lui-même. Il avait mauvaise mine. Il avait des cernes sous les yeux et son apparence habituellement impeccable était négligée. « Dr Taylor Cole, merci d'être venu. Appelez-moi Ariana, je vous en prie. » Elle entra, observant tout autour d'elle. La maison avait changé. Toutes les traces d'elle avaient été effacées, remplacées par l'esthétique moderne et froide de Vanessa. « Où est votre femme ? À l'étage. Elle ne se sent pas bien. » Malcolm la conduisit dans le salon. « Je vous offre quelque chose à boire ? » ?»« Non, merci. Mettons-nous au travail. » Allison s'assit sur le canapé et sortit sa tablette. « Vous avez dit que vous vouliez discuter de vos conclusions finales pour le débat de la semaine prochaine. » Mais Malcolm ne s'assit pas. Il resta debout près de la fenêtre, lui tournant le dos, regardant le ciel qui s'assombrissait. « J'ai besoin de vous poser une question, Dr Taylor Cole, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. » Bien sûr, il se tourna vers elle, le regard hanté. « Qui êtes-vous ? Vous, vraiment ?» Le cœur d'Allison battait à tout rompre, mais son visage resta impassible. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur le conseiller. Ne jouez pas avec moi. » La voix de Malcolm s'éleva. « Je l'ai senti dès le jour où nous nous sommes rencontrés. Il y a quelque chose en vous, quelque chose de familier et d'étrange à la fois. La façon dont vous me regardez, la façon dont vous me posez des questions sur Allison, c'est comme si vous saviez quelque chose. Comme si vous me testiez. Je suis psychologue. Bien sûr que je pose des questions approfondies. C'est mon travail. » Non, Malcolm s'approcha. « C'est plus que ça. Vous ne posez pas seulement des questions. Vous m'accusez. À chaque conversation, vous trouvez le moyen de parler d'Allison pour me rappeler ce qui s'est passé cette nuit-là et me faire culpabiliser. Devriez-vous vous sentir coupable, Malcolm ? » Allison se tenait face à lui, au sujet de la mort de votre femme. C'était un accident. « Vraiment ?» Allison fit un pas vers lui. « Où l'avez-vous poussé ?» La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Malcolm a perdu toute couleur. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai dit, « Est-ce que tu l'as poussé de cette falaise ? Est-ce que tu as tué ta femme enceinte pour pouvoir être avec ta maîtresse ?» La voix d'Allison était calme. « Tu pensais que l'Oda garderait ton secret pour toujours ?» Malcolm a trébuché en arrière. « Qui es-tu ? Comment tu sais, Malcolm ?» Vanessa est apparue dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Derrière elle se tenait Derek, grand et menaçant. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête avec le Dr Taylor Cole. » Allison se tourna vers eux, le pouls battant, mais l'expression calme. « Vanessa, et vous devez être Derek, le frère qui a aidé à planifier mon meurtre. » Vanessa eut le souffle coupé. La main de Derek se posa sur sa veste où Allison pouvait voir la silhouette d'un pistolet. « C'est exact, » continua Allison, la voix ferme. « Je sais tout, je sais comment vous avez comploté tous les trois pour me tuer. Je sais pour la fraude à l'assurance. Je sais pour les pots de vin. J'ai des preuves, des enregistrements, des documents. Tout impossible, » souffla Malcolm. « Ce n'est pas toi, tu ne peux pas être Allison. » Allison sourit froidement, de manière terrifiante. « Si, Malcolm, c'est moi, ta femme décédée. » De retour d'outre-tombe. « Surprise !» Malcolm s'effondra sur le canapé, les mains couvrant son visage. Vanessa semblait sur le point de s'évanouir, mais la main de Derek était désormais fermement posée sur son arme. « Je ne sais pas comment tu as survécu, » dit Derek froidement en sortant son arme. « Mais tu as commis une erreur en venant ici seul. Pas de témoin. Ton corps disparaîtra pour de bon cette fois-ci. Et tout le monde pensera que tu n'étais qu'un autre consultant qui a démissionné soudainement. Tu penses que parce que je suis venu ici seul. » Allison rit. « Tu me crois si naïve ? Si confiante. » Elle sortit son téléphone et le brandit. L'écran montrait une vidéo en direct transmise directement à l'ordinateur de Marcus. Tout ce qui s'était passé dans cette pièce au cours des 15 dernières minutes avait été enregistré et diffusé. Des centaines de personnes regardaient en ce moment même. « Tes aveux, l'arme de Derek, tout !» Derek se jeta sur son téléphone, mais Allison fut plus rapide. Elle le lança à travers la pièce vers la cheminée où il atterrit en toute sécurité. Il continuait d'enregistrer. « Peu importe que tu détruises que le temps. » Le téléphone. Allison dit « La vidéo est déjà diffusée. Les preuves ont déjà été publiées. À l'heure qu'il est, la police est probablement en route. »« Salope !» hurla Vanessa en se jetant sur Allison. Les deux femmes tombèrent au sol, les mains de Vanessa se refermant sur la gorge d'Allison. Mais Allison était désormais plus forte.
endurcie par 6 années de survie. Elle repoussa Vanessa et la cloua au sol. « Tu m'as tout pris !» siffla Allison. « Mon mari, ma vie, mon enfant. Tu pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences ?» Derek leva son arme et la pointa sur la tête d'Allison. « Lâche ma sœur immédiatement. Derek, ne fais pas ça. » Malcolm se réveilla soudainement et attrapa le bras de Derek. « Ça suffit. C'est fini depuis le moment où je l'ai poussé. Malcolm, tais-toi !» hurla Vanessa depuis le sol. Mais Malcolm en avait assez. Assez de fuir, assez de se cacher. Fini de vivre avec la culpabilité. Elle était innocente. Vanessa, elle portait notre enfant. Et je l'ai jetée comme un déchet parce que tu m'as convaincu que c'était la seule solution. Et pourquoi ? Pour ça, pour une vie construite sur des mensonges et un meurtre. Nous avions un projet. Vanessa sanglotait. Nous étions censés tout avoir. Nous n'avons rien. Malcolm regarda Allison, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé. Mon Dieu, Allison, je suis tellement désolé. Je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je suis désolé. » Des sirènes retentissaient au loin, se rapprochant. Derek courut vers la porte arrière, mais elle s'ouvrit brusquement avant qu'il ne puisse l'atteindre. Des policiers firent irruption, armes au poing, levaient les mains, tout le monde levait les mains. Les minutes qui suivirent furent chaotiques. Derek fut plaqué au sol, le pistolet lui fut arraché des mains. Vanessa fut relevée, continuant à hurler des obscénités à Allison. Malcolm resta debout, immobile, acceptant les menottes sans résistance, les yeux rivés sur le visage d'Allison. « C'est moi qui ai fait ça », dit-il clairement au policier. « J'ai poussé ma femme d'une falaise il y a 6 ans. J'ai essayé de la tuer. Ces deux-là m'ont aidé à le cacher. J'ai tout avoué. » Alors qu'ils étaient emmenés, Vanessa se tourna une dernière fois vers Allison. « Comment ?» demanda-t-elle. « Comment as-tu survécu ?» Allison s'approcha, parlant suffisamment bas pour que seule Vanessa puisse l'entendre. « Parce que j'avais une raison de vivre, une raison que tu ne comprendras jamais. Mon enfant m'attendait et l'amour d'une mère est plus fort que la mort elle-même. » Le visage de Vanessa se décomposa alors qu'on l'emmenait. La maison se vida lentement. Les techniciens de la police scientifique arrivèrent pour tout documenter. Marcus fit irruption dans la pièce et serra Allison dans ses bras. « Dieu merci, tu vas bien. Quand j'ai vu cette arme, je vais bien. » Allison s'écarta, épuisée mais triomphante. « C'est vraiment fini, c'est fini. Les aveux ont été filmés. Les preuves que nous avons rassemblées, combinées aux aveux de Malcolm, ils vont être condamnés à une longue peine. Tentative de meurtre, complot, fraude à l'assurance, corruption. Il risque la prison à vie. » Allison acquiesça, se sentant étrangement vide. Elle avait imaginé ce moment pendant 6 ans, le moment de sa victoire, de sa vengeance. Mais maintenant qu'il était là, tout ce qu'elle ressentait, c'était de la fatigue. « Il y a quelqu'un que je dois voir », dit-elle doucement. La fondation Children's Hope était plongée dans l'obscurité lorsque Allison arriva. Elle utilisa sa clé de bénévole pour entrer, sachant qu'elle n'aurait pas dû, sachant que cela pourrait lui causer des ennuis, mais incapable de rester à l'écart. Elle trouva le bureau de Patricia et accéda au dossier, consultant celui de Caleb. L'adresse des Johnson était indiquée à 20 minutes de là, dans un quartier modeste. Allison s'y rendit en voiture quelques jours plus tard. Elle resta longtemps assise devant la maison, observant les fenêtres éclairées, essayant de rassembler son courage. Finalement, elle frappa à la porte. Une femme noire d'une 50aine d'années, à l'air fatigué, lui répondit « Oui, puis-je vous aider, Madame Johnson ? Je m'appelle Allison Taylor. Je suis la mère biologique de Caleb. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « C'est impossible. Sa mère était morte. Je sais, mais j'ai survécu et j'ai passé 6 ans à me battre pour le retrouver. » La voix d'Allison se brisa. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de le voir. Juste un instant. » Madame Johnson l'observa longuement puis s'écarta. « Il a posé des questions à votre sujet, la femme de la fondation. Il parle de vous tout le temps. Mademoiselle Ariana a dit « Je suis courageuse. » Mademoiselle Ariana me comprend. Elle conduisit Allison à l'étage. Je pense qu'il l'a toujours su, d'une manière ou d'une autre. La chambre de Caleb se trouvait au bout du couloir. Madame Johnson frappa doucement à la porte. « Caleb, chéri, tu as une visite. »« Je dors ?» répondit une petite voix. « Non, tu ne dors pas, » dit Madame Johnson doucement. « Et je pense que tu voudras voir cette personne. » Elle ouvrit la porte et fit signe à Allison d'entrer. Caleb était assis dans son lit, serrant contre sa poitrine son doudou dinosaure. Quand il vit Allison, son visage s'illumina. « Mademoiselle Ariana, que faites-vous ici ? Vous ici ?» Allison s'approcha lentement de son lit et s'agenouilla à côté. « Caleb, j'ai quelque chose de très important à te dire, et j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. »« D'accord, d'accord. » Elle prit ses petites mains dans les siennes, les larmes coulant déjà sur son visage. « Tu te souviens quand tu m'as dit que ta première maman t'avait abandonné ? Que tu pensais qu'elle ne voulait pas de toi ?» Caleb acquiesça, l'air méfiant. « Elle ne t'a pas abandonné, mon chéri. Elle n'a jamais voulu t'abandonner. Il lui est arrivé quelque chose de très grave. Elle a été blessée et elle a perdu la mémoire pendant longtemps. Mais elle n'a jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. » Caleb écarquilla les yeux. « Comment le sais-tu ?» Allison lui caressa doucement le visage. « Parce que je suis son bébé.
Je suis ta première maman, c'est moi qui t'ai porté, qui t'ai donné la vie, qui t'ai cherché depuis le moment où nous avons été séparés. Je m'appelle Allison, et toi, mon beau garçon, tu es mon fils. » Caleb la fixa du regard, essayant de comprendre. Puis ses petites mains se levèrent pour toucher son visage, ses cheveux, comme pour confirmer qu'elle était bien réelle. « Tu es ma vraie maman, je suis ta vraie maman, mon bébé. J'ai toujours été ta vraie maman. Je devais juste retrouver le chemin qui me ramènerait vers toi. » Caleb se jeta dans ses bras en sanglotant. Allison le serra fort contre elle, le berçant et lui murmurant tout ce qu'elle avait voulu lui dire pendant 6 ans. « Je t'aime tellement. Je n'ai jamais cessé de me battre pour te retrouver. Tu es mon miracle, ma raison de vivre. » Madame Johnson les observait depuis le seuil de la porte, les larmes coulant sur son visage. Ils restèrent ainsi longtemps, mère et fils enfin réunis. 6 années de séparation s'évanouirent dans la chaleur de leur étreinte. « Tu vas repartir ?» murmura finalement Caleb, le visage enfoui dans son cou. « Jamais, » promit Allison avec ferveur. « Je ne te quitterai plus jamais. Quoi qu'il arrive, où que la vie nous mène, nous sommes ensemble maintenant. Pour toujours. Promis. Je te le promets. Chérie, sur ma vie, je te le promets. » La procédure judiciaire a duré des mois. Le procès de Malcolm a fait sensation dans les médias. L'histoire de cette femme enceinte poussée d'une falaise, qui a survécu contre toute attente et qui est revenue 6 ans plus tard pour traduire son meurtrier en justice, a captivé l'attention de la nation. Allison témoigna, racontant son histoire avec des détails clairs et précis. Elle décrivit la chute, l'eau, la perte de mémoire, les années de reconstruction, et enfin le moment où elle se souvint de tout et décida de demander justice. Malcolm ne montra aucune émotion pendant la majeure partie du procès. Mais quand Allison décrivit le moment où elle avait réalisé que leur bébé avait survécu, quand elle parla de la découverte de Caleb et de son incapacité à se révéler, Malcolm s'effondra complètement. « Je ne savais pas », sanglotait-il à la barre. « Je ne savais pas que le bébé avait survécu. Je pensais les avoir tués tous les deux. Si j'avais su. »« Si vous aviez su quoi ?» demanda froidement Allison depuis la barre des témoins. « Seriez-vous venu le chercher? Auriez-vous essayé de le tuer aussi pour effacer vos traces ?» Malcolm n'avait pas de réponse. Le jury délibéra pendant moins de 4 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, corruption, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vanessa a reçu la même peine. Derek, en tant que complice après les faits, a été condamné à 30 ans. Alors qu'ils étaient emmenés menottés, Vanessa a crié une dernière fois à Allison. « Tu as tout détruit. Tu as détruit nos vies. » Allison se tenait droite, la main de Caleb serrée dans la sienne. « Non, Vanessa. C'est vous qui avez détruit vos propres vies le jour où vous avez décidé que ma vie valait moins que vos ambitions. Je me suis simplement assuré que le monde entier le sache. » 6 mois plus tard, Allison se tenait au bord d'une falaise. Pas celle d'où elle était tombée, mais une autre, toute proche, dans la même chaîne de montagnes. Caleb se tenait à ses côtés, lui tenant la main, ne craignant plus les hauteurs car sa mère était à ses côtés. Les feuilles d'automne étaient magnifiques autour d'eux, peignant les montagnes de nuances dorées et cramoisies. Les mêmes couleurs qui l'avaient entourée le jour où elle était morte et où elle était revenue à la vie. « C'est magnifique, maman !» dit Caleb doucement. « C'est vrai. » Allison lui serra la main. « Tu sais quoi ? Cet endroit m'a appris quelque chose. » « Quoi ? Que tomber ne signifie pas échouer. Parfois, nous devons tomber très bas avant de pouvoir apprendre à nous relever. Et lorsque nous nous relevons, nous sommes plus forts que jamais. » Elle cueillit un lys blanc, la même fleur qu'elle avait portée lors de son mariage avec Malcolm. Elle le tint un instant, pensant à la femme qu'elle avait été, naïve et confiante, pleine de rêves qui avaient été brisés. Puis elle jeta le lys de la falaise, le regardant tournoyer dans la vallée en contrebas. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Caleb. « Ça s'appelle lâcher prise », expliqua Allison. « Lâcher prise sur le passé, sur la douleur, sur la personne que j'étais. Parce que je ne suis plus cette personne. »« Qui es-tu maintenant ?» Allison sourit en serrant son fils contre elle. « Je suis une survivante. Je suis une battante. Je suis une mère qui traverserait le feu et l'eau pour protéger son enfant. Et surtout, je suis libre. » Ils restèrent là, debout, tandis que le soleil se couchait. La silhouette de la mère et du fils se détachait sur le ciel. Ils ne fuyaient plus le passé, mais marchaient avec confiance vers leur avenir. Derrière eux et eux, sans qu'ils s'en aperçoivent, une petite plaque avait été placée sur un rocher. On pouvait y lire « À la mémoire d'Allison Taylor, qui est morte ici, mais qui a refusé de rester morte. Que son histoire nous rappelle à tous que l'esprit humain, en particulier l'amour d'une mère, est plus fort que toute trahison, toute chute, toute obscurité. Nous nous relevons. » Allison n'a jamais vu la plaque.
Elle était trop occupée à se réjouir de la vie qu'elle avait lutté si durement pour reconquérir, l'enfant qu'elle avait traversé la mort elle-même pour retrouver et la femme qu'elle était devenue dans le creuset de sa souffrance. Malcolm était assis dans sa cellule de prison cette nuit-là, fixant les murs de béton qui seraient sa maison pour le reste de sa vie. Il avait reçu une lettre cet après-midi-là, livrée par son avocat. L'enveloppe était de couleur crème, coûteuse. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une écriture élégante. Malcolm, tu m'as poussé dans les ténèbres, espérant que je disparaisse. Au lieu de cela, tu m'as poussé vers ma destinée. Tu m'as tout pris, sans savoir qu'en me prenant tout, tu me forgerais en quelque chose d'incassable. J'ai retrouvé mon fils, j'ai retrouvé mon nom, j'ai retrouvé ma vie. Toi, en revanche, tu n'as plus rien d'autre que le silence et la pierre. L'empire que tu as bâti sur des mensonges s'est effondré. La femme pour laquelle tu m'as trahi te reproche sa chute. Le succès dont tu rêvais est réduit en cendres. Je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai jamais. Mais je ne te déteste plus non plus. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Et j'en ai assez de porter des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Tu pensais m'avoir enterré, mais tu m'as seulement planté. Et je me suis relevé. Adieu Malcolm. Profite de ton silence. Il est éternel. Allison. Malcolm lut la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis il s'allongea sur son lit étroit et fixa le plafond, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Il avait tout perdu, sa liberté, sa réputation, son avenir. Et quelque part, la femme qu'il avait tenté d'assassiner vivait sa meilleure vie avec le fils qu'il croyait avoir tué. La justice, semblait-il, avait un sens poétique de l'ironie. Pendant ce temps, à Atlanta, Allison Taylor bordait Caleb dans son lit dans leur nouvel appartement. Ce n'était pas grand-chose, juste un simple 2 pièces dans un quartier sûr, mais c'était le leur. Elle avait légalement récupéré la garde de Caleb grâce au soutien généreux des Johnson qui avaient appuyé sa requête. Il leur rendait encore souvent visite. Ils étaient devenus comme des grands-parents pour Caleb, une famille élargie née d'une tragédie. Maman appela Caleb d'une voix endormie alors qu'elle atteignait la porte. « Oui, mon bébé, je suis contente que tu sois revenu. » Le cœur d'Allison se gonfla. « Moi aussi, mon chéri, moi aussi. » Et maman, je suis content que tu sois forte comme le phénix que tu as dessiné, celui qui renaît des cendres. Allison sourit dans l'obscurité. Nous sommes tous les deux forts, Caleb. Nous avons tous les deux survécu et nous allons continuer à nous élever de plus en plus haut jusqu'à toucher les étoiles. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Plus que toutes les étoiles du ciel. Elle ferma doucement sa porte et se dirigea vers le salon, où Loretta l'attendait, avec une tasse de thé et un sourire bienveillant. « Comment te sens-tu » demanda Loretta, « maintenant qu'il est enfin à la maison. » Comme si je respirais après avoir passé 6 ans sous l'eau. Et si t'étais sous l'eau, répondit Allison en s'installant à côté d'elle. Comme si je me réveillais d'un cauchemar pour entrer dans un rêve. Tu as réussi, ma chérie. Tu as survécu à l'impossible et tu en es sortie victorieuse. Nous avons réussi, corrigea Allison. Je n'aurais pas pu survivre sans toi. Tu m'as sauvé la vie, Loretta. Tu m'as donné un refuge alors que je n'avais rien. De l'espoir alors que j'avais tout perdu. C'est grâce à toi que je suis ici. Loretta lui prit la main. C'est grâce à toi que tu es ici. Ta force, ta détermination, ton refus d'abandonner. Tout cela vient de toi. Elles restèrent assises dans un silence confortable pendant un moment. 2 femmes qui étaient devenues une famille à travers la tragédie et le triomphe. « Que vas-tu faire maintenant » demanda finalement Loretta. Allison sourit. « Je vais retourner à l'école. Je vais enfin terminer mon diplôme de psychologie. Je veux aider d'autres femmes qui ont survécu à la violence domestique, qui ont été trahies par des personnes en qui elles avaient confiance. Je veux leur montrer qu'il est possible de survivre, que la résurrection est réelle, qu'elles peuvent renaître de leurs cendres plus fortes qu'avant. Tu seras formidable dans ce domaine. » Et Caleb entre en CP la semaine prochaine. Un nouveau départ dans une nouvelle école où personne ne connaît son histoire. Où il pourra être un enfant normal avec une maman qui l'aime. Ça a l'air parfait. Ça l'est. Allison regarda autour d'elle dans leur modeste appartement, la vie qu'elle avait construite à partir de rien, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ça l'est vraiment. Des années plus tard, le Dr Allison Taylor deviendra l'une des principales défenseurs des victimes de violences domestiques aux États-Unis. Son histoire, Resurrection After Betrayal, sera adaptée en un livre à succès, puis en un film à grand succès. Elle prendra la parole lors de conférences, apparaîtra à la télévision nationale et aidera d'innombrables femmes à trouver le courage de quitter des situations dangereuses et de reconstruire leur vie. Mais aucun de ces succès n'aura autant d'importance que ces moments simples. Le premier jour d'école de Caleb, son premier match de football, où elle l'a encouragé depuis les tribunes, les matins de Noël dans leur petit appartement, les histoires avant de se coucher et les baisers pour dire bonne nuit, les gâteaux d'anniversaire, les genoux écorchés et l'aide aux devoirs. Les moments ordinaires et magnifiques d'une mère qui aime son enfant. L'histoire de Malcolm s'est terminée différemment. Il a passé ses journées dans une cellule de 6 mètres carrés avec pour seule compagnie ses souvenirs et ses regrets.
Les autres détenus chuchotaient à son sujet, l'homme qui avait poussé sa femme enceinte d'une falaise. Dans la hiérarchie carcérale, les hommes qui faisaient du mal aux femmes et aux enfants étaient tout en bas de l'échelle. Malcolm l'apprit rapidement et douloureusement. L'histoire de Vanessa était peut-être la plus triste. 3 ans après le début de sa peine, lors d'un incident dans la cour de la prison, elle fut poussée d'une balustrade au 2e étage. Elle survécut, mais comme un écho tordu du karma, elle resta paralysée des jambes. Elle passa le reste de sa peine dans un fauteuil roulant, hantée par la prise de conscience qu'elle avait subie, une fraction de ce qu'elle avait tenté d'infliger à Allison. Derrick purgea sa peine en silence. Un homme brisé qui avait sacrifié sa liberté pour la cupidité de sa sœur. Et l'histoire devint une légende, racontée à voix basse et dans des discours inspirants. La femme qui avait été poussée d'une falaise avait tout perdu et s'était battue pour tout reconquérir. La mère qui a survécu à la mort elle-même par amour pour son enfant. Le phénix qui s'est élevé de l'eau haut plutôt que du feu. À l'occasion du 10e anniversaire de sa chute, Allison est retournée une dernière fois à cette falaise. Caleb était grand, fort et sage pour son âge. Ils se tenaient ensemble au bord, regardant la vallée qui avait autrefois été sa tombe. « As-tu déjà souhaité que cela ne soit jamais arrivé ?» demanda Caleb. « As-tu souhaité que papa ne t'ait jamais poussé ?» Allison réfléchit attentivement à la question. « J'aurais aimé que tu ne perdes pas les 6 premières années avec ta vraie mère. Ta vraie mère. J'aurais aimé ne pas avoir manqué tes premiers mots, tes premières fois. Mais est-ce que j'aurais aimé ne jamais avoir été mise à l'épreuve ? Est-ce que j'aurais aimé ne jamais avoir découvert à quel point je suis forte ?» Elle secoua la tête. Non, cette femme qui se tenait ici il y a 10 ans était faible. Elle était naïve. Elle faisait trop facilement confiance et aimait trop aveuglément. Et maintenant, je suis plus sage, plus forte. Je sais qu'un amour sans limite est dangereux, que la confiance doit se mériter, que survivre signifie parfois être prête à se battre, même quand on est fatigué, même quand cela semble impossible. Elle regarda son fils. La femme que je suis aujourd'hui, la mère que je suis pour toi, elle a été forgée dans cette épreuve, trempée par cette trahison. Et même si je ne souhaiterais ce parcours à personne, je ne peux pas regretter ce qu'il m'a permis de devenir. Caleb la serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, maman. D'avoir survécu, d'avoir lutté, d'être revenue pour moi. Je reviendrai toujours pour toi, promis Allison. Quoi qu'il arrive, aucune falaise n'est trop haute, aucune eau trop profonde, aucun obstacle trop grand. L'amour d'une mère ne sait pas renoncer. » Ils déposèrent des fleurs au bord de la falaise, non pas pour la femme qui était tombée, mais pour celle qui s'était relevée. Puis ils tournèrent le dos au passé et marchèrent ensemble vers leur voiture, vers leur maison, vers l'avenir qu'ils avaient travaillé si dur à construire. Le soleil se couchait derrière eux, projetant leurs ombres sur le sentier de montagne. La mère et le fils, main dans la main, prouvaient donc que l'amour triomphe vraiment de tout. Que la trahison, bien que dévastatrice, ne doit pas nécessairement être déterminante, qu'il faut parfois tomber avant d'apprendre à voler. Et au-dessus d'eux, un faucon tournait dans la lumière dorée, profitant des courants thermiques, planant librement et sans crainte au-dessus de la falaise où une femme était autrefois tombée et où un phénix s'était relevé. Quel moment vous a le plus marqué ? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos impressions et dites-nous d'où vous nous regardez. Nous adorons avoir des nouvelles de nos téléspectateurs du monde entier. Votre soutien nous permet de continuer à vous raconter ces histoires. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas, ce n'est pas la trahison qui vous définit, mais la façon dont vous vous en relevez. À bientôt pour la prochaine histoire.